En fait, la classe dominante, elle est protégée. Il lui arrive jamais rien. Elle peut mettre le pays en faillite comme Bruno Le Maire, il lui arrivera rien. J'avais fait un article pour dire on va vers une crise majeure et Strauss-Kahn se foutait de moi en expliquant qu'il n'y avait aucun risque de crise. 18 mois plus tard, la crise a éclaté. Et là, il est très, très, très probable qu'on va vers une nouvelle crise aux États-Unis. Et donc, on aura une fenêtre pour montrer que le capitalisme fout en l'air la planète, fout en l'air la cohésion sociale, mais que même du point de vue économique, il ne marche pas. Est-ce qu'on peut attendre des acteurs qui eux-mêmes bénéficient d'un jeu, qu'ils en changent les règles? Et moi, je ne crois pas que ce soit sain d'attendre ça. D'abord, attendre, non. Il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit mais il s'agit de savoir aussi qu'on a des alliés. Ce qui s'est passé, c'est que les gens à qui vous aviez affaire, ils étaient sincèrement, c'était criant de vérité ce que vous leur disiez, mais derrière, comme vous venez de dire, derrière, il y avait des conseillers de l'ombre ou pas de l'ombre, qui sont en fait la bourgeoisie. On a fait la séparation de l'Église et de l'État il y a un peu plus d'un siècle. Est-ce qu'on est capable de faire la séparation des finances et de l'État On a besoin de banques, mais on a besoin qu'elles soient à leur place et ce n'est pas elles de décider de vers où on va. On perd un temps fou à mobiliser notre énergie pour ne pas être entendu. Et moi, je pense qu'il est temps de rompre avec cette logique-là, en grande partie. Et c'est pour ça que je défends des options révolutionnaires. C'est pas par principe. En fait, je crois que maintenant, un ministre français qui a déclenché un mouvement social et qui l'a réprimé, ça va pas du tout le nuire. Au contraire. Sur la question des violences dans la rue, c'est effectivement choquant. Moi, je me souviens, dans les manifs contre les retraites, j'ai cru que j'allais mourir. Depuis plus de 40 ans, le capitalisme néolibéral façonne nos vies, nos institutions, nos corps. En France comme ailleurs, il a produit un monde du travail brutal, des inégalités abyssales, une nature épuisée et surtout une colère sociale profonde. Cette violence économique, souvent invisible parce que institutionnalisée, interroge. Faut-il la combattre de l'intérieur ou bien la renverser, quitte à recourir à la violence? Les partis, les syndicats et les médias peuvent-ils encore porter le changement ou sont-ils devenus complices du système? Pour en discuter, on a la chance de recevoir sur Elucide Nicolas Framont et Pierre Larouturou. Nicolas Framont, vous êtes sociologue, vous êtes rédacteur en chef de la revue Frustration et vous venez de faire paraître aux éditions des Liens qui libèrent Saint-Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme. Et Pierre Larouturou, vous êtes économiste, ancien député européen et vous avez fondé notamment le parti Nouvelle Donne. Vous militez depuis des années pour des idées comme la taxation sur les transactions financières ou la semaine de 4 jours. Vous avez d'ailleurs publié aux éditions du Seuil 32 heures, la semaine de 4 jours est possible. Alors pour introduire ce débat, j'aimerais d'abord vous demander qu'est-ce que vous pensez des politiques économiques qui ont été menées depuis 40 ans dans le pays, mais aussi plus largement dans l'Occident néolibéral, et comment vous nommeriez ce système? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir discuter de tout ça aujourd'hui. Il y a différentes dimensions de cette politique-là, mais moi, le mot qui me vient à l'esprit sur ces 40 ans de politique très violente à l'égard de la majeure partie de la population, c'est que ce sont des politiques de classe. C'est-à-dire que leur point commun, c'est d'avoir contribué à l'enrichissement et à la montée en puissance de toute une catégorie sociale qui est la grande bourgeoisie française, mais pas que française, mais en ce qui nous concerne surtout la grande bourgeoisie française, qui a vraiment brutalisé l'ensemble des domaines de la vie de façon à rendre l'exploitation du travail qu'elle menait déjà il y a 40 ans, mais la rendre encore plus profitable pour elle. Elle a aussi contribué à réduire énormément les défenses de la société face à elle. Donc des contre-pouvoirs comme les syndicats ont été considérablement affaiblis ou alors ils ont été neutralisés, ce qui n'est pas exactement la même chose. D'un côté affaiblis, c'est qu'ils ont moins de pouvoir. Neutralisés, c'est qu'ils ont été largement annexés par des logiques bourgeoises jusqu'au vocabulaire de cette classe-là. C'est étendu dans toute la population. Et puis, voilà, ça, c'est la première dimension. Et puis, je dirais aussi, elle a mis en marché le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas autant de domaines de la société qui étaient marchandisables. Il existait des services publics, il existait des services gratuits. Et on voit qu'en fait, un des apports terribles de la bourgeoisie au monde, c'est d'avoir fait en sorte que des choses qui se faisaient par altruisme, par lien social, par service public,
soient toutes devenues des logiques, voilà, et tout était annexé par des logiques marchandes, c'est-à-dire qui génèrent du profit. Et finalement, c'est ça, le mouvement du capitalisme, c'est à la fois une augmentation du taux de profit de la classe possédante, et puis une mise en marché du monde pour augmenter le nombre de domaines où elle peut intervenir et se servir, donc à la fois sur le travail des autres et sur les besoins des autres. Pierre Laudureau, quel regard vous portez, vous, sur ces 4 décennies de politique D'abord, économique? merci aussi pour ce débat qui devrait être tout à fait intéressant. Et vous faites bien de dire depuis 40 ans, parce qu'il y a eu une révolution, ce qu'on appelait la révolution libérale au début des années 80, et qui a beaucoup changé. Tous ceux qui avaient connu la crise de 1929 et tous ceux qui avaient connu la barbarie, des millions de morts après la crise de 29, pensaient qu'il fallait vraiment réguler le système. On parle souvent de Bretton Woods, mais la première chose que fait Roosevelt avant Bretton Woods, c'est un mois pour repenser le système monétaire, mais la première chose que fait Roosevelt avant Bretton Woods, avec sa ministre du Travail, c'est Philadelphie. Un texte magnifique, qu'on devrait tous apprendre par cœur. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. La pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Et les hommes et les quelques femmes qui sont réunis à Philadelphie, ce n'est pas juste des déclarations humanistes, c'est que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sociales sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur comment on finance la retraite des vieux. Donc ils ne voulaient pas un système soviétique, mais ils voulaient réguler le capitalisme très fortement parce qu'ils savaient que la dérégulation, la théorie du ruissellement, avait provoqué la crise de 29, des millions de chômeurs, des milliers de gens qui se suicident, et la barbarie. Et donc ça a tenu bon jusqu'à ce système de régulation avec des règles sociales. À l'époque, on n'avait pas encore compris les problèmes d'environnement, mais ça a tenu bon. Il y a eu une prospérité, il y avait déjà des inégalités, il y avait déjà de la grande pauvreté, mais globalement, le système était équilibré. Et puis, il y a la révolution néolibérale. On explique que toutes ces règles du jeu, c'est de la foutaise, que chacun doit choisir librement son salaire. Du point de vue philosophique, c'est génial. Si on vous demande est-ce que vous préférez la liberté ou le carcan, tout le monde préfère la liberté. Mais donc, quand il y a des millions de chômeurs et quand la négociation est complètement déséquilibrée, on voit dans tous les pays, même Christine Lagarde le disait il y a quelques semaines, que dans tous les pays, globalement, ce qui va au salaire diminue fortement, qu'on pousse les gens à s'endetter pour maintenir la consommation et que les profits explosent. Donc, si on fait le bilan depuis 40 ans, il y a des choses qui vont bien, mais ce qui est du ressort du politique est assez catastrophique. Le journal Les Échos a fait un dossier l'autre jour, ce n'est pas des gens qui crient sur le système en permanence, qui disait qu'il y avait 7 480 000 inscrits à France Travail. Je le répète plus lentement, avec la dernière réforme du RSA, qui fait que tous ceux et celles qui sont au RSA doivent s'inscrire à France Travail pour avoir droit à quelques centaines d'euros, on arrive à 7 480 000 inscrits, hommes et femmes. Bruno Le Maire nous avait expliqué que grâce à lui, on avait créé des millions d'emplois, mais il y a quand même plus de 7 400 000 inscrits. Sur tous les grands sujets, les questions d'échec, lutte contre l'échec scolaire, moi, un de mes premiers engagements quand j'étais jeune adulte, c'était de faire du colportage de livres avec ATD Carmonde dans des quartiers difficiles. On n'a fait aucun progrès depuis 40 ans dans la lutte contre l'échec scolaire. Donc franchement, il y a plein de gens qui, heureusement, la société tient, grâce à des élus locaux, grâce à la solidarité. La plupart d'entre nous, on essaie quand même d'humaniser notre quartier. Mais globalement, le bilan de ces 40 ans de dérégulation, le capitalisme dérégulé, nous amène à la catastrophe. On a eu la chance avec Jean Jouzel d'être reçu par le pape François et je vous encourage, que vous soyez chrétien ou pas du tout chrétien, à lire le dernier bouquin que le pape avait fait. Le titre est nul, mais tout le reste est génial, c'est Le besoin de changement. Il a écrit pendant le Covid en disant, après la crise financière de 2008, on avait dit qu'on allait tout changer, mais il dit en fait on n'a rien changé et maintenant il y a besoin d'une révolution. Il disait ce système économique fout en l'air la planète, fout en l'air des millions de gens. Il était poli, mais il disait ce système, c'est le fumier du diable. Et voilà, ce fumier du diable, il ne dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent énervé, mais quand le pape dit ce système, c'est le fumier du diable, ça veut dire que ça ne sent pas bon. Et il nous disait, il faut faire la révolution. Cyril Dion aussi était sorti de la réunion assez ému. Donc voilà, ce pape nous dit, envoyez-moi des énergies positives. Dès que vous soyez croyant ou pas, envoyez-moi des énergies positives. Le métier de pape n'est pas facile, mais à nous de faire une révolution non violente, mais une révolution avant que le système s'effondre. Alors ce système, il crée de la violence, beaucoup de violence, c'est ce que vous expliquez notamment dans votre dernier livre. Comment elle se manifeste concrètement, cette violence du capitalisme? Elle se manifeste justement à différents niveaux. Je dirais que la première des violences créées par le capitalisme, et qui ne date pas d'il y a 40 ans, mais qui a été considérablement amplifiée, c'est la division entre le capital et le travail. C'est que ceux qui travaillent ne sont pas ceux qui possèdent, et que ceux qui possèdent exercent une exploitation
sur ceux qui travaillent, en leur volant toute une partie de leur temps pour enrichir certains. Et ça, c'est une violence. Et en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la souffrance au travail. Bon, bah, sur la souffrance au travail, il y a une version un peu minimaliste qui dit, bon, bah, au travail, effectivement, on peut souffrir, mais voilà comment on peut se soigner. On peut faire des organisations un peu moins violentes, un peu plus bienveillantes. On peut faire un management voilà, bienveillant, inclusif, tout ce qu'on veut. En fait, à partir du moment où on ne remet pas en cause le fait que bah, toute une partie de notre énergie, notre créativité, nos efforts physiques sont utilisés pour la prospérité d'autres, hein, que ce soit dans une petite, une moyenne ou une grande entreprise, que ce soit également dans le service public, parce que c'est de plus en plus le cas, eh bien, on crée de la violence. Et puis ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intrinsèque au capitalisme et qui a été intensifié. Et vraiment, la souffrance au travail, c'est quelque chose qui crée des effets, je pense, qu'on sous-estime considérablement, qui se mesurent avec l'augmentation des troubles psychiques dans la société française, mais pas que. Mais en France, on sait que, voilà, souvent on nous dit les Français sont grands consommateurs d'anxiolytiques comme si c'était un goût de notre part. Bah non, c'est lié à des conditions de travail qui sont détériorées, où on doit donner davantage, où on est exposé à beaucoup de brutalité, hein, interpersonnelle notamment. Et ça vient directement de cette tentative d'intensifier la violence au travail. Et cette intensification de l'exploitation, elle s'accompagne de ce que Pierre Laroutourou a décrit, c'est-à-dire une augmentation du chômage et de la précarité, et en plus de toutes ces personnes qui travaillent, qui travaillent mais ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir vivre décemment. Donc en plus, on crée une violence psychologique qui est quand même cette culpabilisation latente, hein, qui est créée par la société capitaliste néolibérale, c'est-à-dire vous n'êtes jamais assez efficace, vous n'êtes jamais utile, et si vous ne travaillez pas, vous devez être stigmatisé. Donc ça, c'est quand même vraiment pour moi une dimension qui me semble très importante. Et ensuite, il y a toutes ces violences qui sont créées par... il y a je dirais, pour moi, il y a deux gros types de violences qui ont augmenté ces derniers temps. D'un côté, il y a la violence des lois. Donc la violence des lois, c'est particulièrement toutes les lois qui ont détérioré, dégradé, voire supprimé certains services publics. Et donc qui ont exposé les gens à beaucoup plus de risques de la vie. À partir du moment où on rabote la sécurité sociale, qui est quelque chose qui a été pensé d'abord pour un effet psychologique qui est ne plus affronter seul les risques de la vie, l'affronter collectivement, la sécurité sociale, non seulement elle couvre de moins en moins bien ces risques, mais en plus elle s'accompagne là encore d'une stigmatisation, d'un contrôle social de plus en plus fort de la part de ces institutions, initialement co-gérées en tout cas par la classe ouvrière elle-même. Maintenant, on voit bien que c'est quelque chose qui va vraiment mettre de la pression sur les gens, tous sans pour autant satisfaire leurs besoins. Puis, donc voilà, à partir du moment où vous détériorez la sécurité sociale, à partir du moment où vous détériorez le système de santé, ça c'est dont je parle beaucoup dans le livre Saint-Luigi, c'est qu'il y a une détérioration de ce système de santé qui s'accompagne de scandales qui malheureusement n'ont pas donné lieu à des changements. Je pense particulièrement au scandale de la maltraitance dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, et qui crée une insécurité pour toute la population. Cette insécurité, c'est comment je serai traité quand je serai vieux et inutile, entre guillemets, ou comment mes proches le seront si je les confie à telle ou telle institution, dont en fait je n'ai pas les moyens de contrôler l'action. Et ça, c'est des lois, et maintenant on assiste au même scandale avec les crèches privées, par exemple. En fait, ces lois qui augmentent les logiques de marché et qui baissent les logiques de service public, elles ont des effets violents très concrets, elles créent des morts, hein. Enfin voilà, si on prend... Prenons un critère simple de la violence, c'est qu'est-ce qui cause des morts, qu'est-ce qui n'en cause pas. Bon, là, évidemment, c'est une immense violence. Et puis, je pense que Pierre Laroutourou parlera aussi de la violence liée au changement climatique, hein, et à l'absence de politique prise. On en parlait un petit peu avant l'émission. Mais du coup, moi, je parle aussi d'une autre type de violence, c'est la violence répressive. La violence répressive, c'est comment un État qui est de plus en plus, et qui est même essentiellement intrinsèquement au service des classes possédantes, exerce de la violence via notamment la police, contre les mouvements sociaux et contre les catégories de la population les plus marginalisées, qu'elles soient parce qu'elles sont racisées ou parce qu'elles sont pauvres, ou les deux. Je pense que à l'heure où on fait cette émission, il y a à peu près une semaine, on a eu des images venant de policiers lors de la répression de Sainte-Soline en 2022. Sainte-Soline, une manifestation écologiste, pacifiste, qui a été réprimée avec ce qui semblerait de la part de la police une volonté de tuer. Donc voilà, cette violence, elle est multifactorielle, mais pour moi, la logique, elle reste la même. C'est on inflige de la violence aux gens via les lois qu'on vote, via l'environnement qu'on dégrade, via les systèmes qu'on détériore, et dans le même temps, on empêche les gens d'exprimer leur mécontentement
en les réprimant de façon de plus en plus brutale, voire meurtrière. Pierre, comment on répond à cette violence? Est-ce qu'il faut y répondre par de la violence également ou par d'autres moyens? Il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Nicolas. Il y a la souffrance au travail, effectivement. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un non-sens, que la question du travail est un... Il y a d'un côté ceux qui travaillent beaucoup trop, avec des risques de burn-out. Il y a quand même des entreprises où ça va bien. Voyons, et disons, répétons quand même que heureusement, il y a des entreprises, publiques, privées, économie sociale ou solidaire, où ça va bien, où les gens sont heureux, voilà, ont des responsabilités, un revenu correct, voilà. Mais il y a, hélas, effectivement, un déséquilibre très grave. En même temps, de plus en plus de burn-out, une souffrance, le fait de ne pas être reconnu, le fait d'un système où les gens n'ont pas vraiment de responsabilité, où les salaires sont comprimés, sauf pour les 3% de salariés les mieux payés. Et ça va avec le fait qu'il y a des millions de chômeurs. Parce qu'autrefois, il y a 40 ans, sans idéaliser, hein, mais quand quelqu'un n'était pas content de son boulot, il donnait sa démission et en 3 mois, il avait retrouvé un boulot. Et du coup, la négociation, il y avait des règles du jeu. D'abord, je reviens, Philadelphie, tous ceux qui avaient connu la crise de 29 disent qu'il faut des règles dans chaque pays et dans le commerce mondial. Et puis, dans l'entreprise, il y a aussi une négociation. Les syndicats, il y avait plus de monde qui se syndiquait. Et puis, de toute façon, il y a une liberté personnelle. Si je ne suis pas à l'aise, si j'ai envie de changer de boulot, si je donne ma démission et donc j'aurai assez facilement un nouveau boulot. C'est-à-dire que quand vous avez 7 millions de chômeurs, 7 millions d'inscrits à France Travail, la liberté de démissionner, sauf dans quelques métiers, et même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est moins vrai, même dans l'informatique. Mais donc cette liberté, d'où le besoin d'un nouvel équilibre. C'est pas pour rien si on se bat pour la semaine de 4 jours depuis longtemps, c'est parce que c'est en même temps un moyen d'avoir un bien-être personnel. Et le Covid a fait bouger les choses. Là, il y a pas mal d'enquêtes dans tous les pays d'Europe qui montrent que 75 ou 80% des gens pensent que le travail est important, mais ne veulent pas mettre toute leur vie dans le travail. Et donc, on voit que l'idée de la semaine de 4 jours, 32 heures, la vraie semaine de 4 jours, revient dans tous les pays d'Europe. Et ça permettrait de créer des emplois. Je ne veux pas être trop long, mais dans mon petit bouquin, je cite 400 entreprises où tout le monde est passé à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire. Donc, on estime qu'un mouvement général vers la semaine de 4 jours pourrait créer 1 500 000 emplois. Ça ne règle pas tout, mais ça donne une nouvelle liberté à des millions de salariés et ça peut créer 1 500 000 emplois et une plus grande liberté. Si j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de me former, j'ai envie de m'engager dans la vie associative, j'ai envie de prendre du temps pour moi ou pour les gens qu'on n'aime pas. Donc, sur la souffrance au travail, il y a beaucoup de choses à faire, y compris relancer des négociations, y compris une obligation de négocier dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau français, au niveau européen. Sur la question des violences dans la rue, c'est effectivement choquant. Moi, je me souviens, dans les manifs contre les retraites, j'ai cru que j'allais mourir. On s'est pris tellement de lacrymogène, alors que j'étais encore avec mon écharpe, il n'y avait aucune violence dans la rue, aucune violence. Et on s'est pris tellement de lacrymogène que j'ai un moment, pendant quelques secondes, je me suis dit que je n'arrivais plus à respirer. Et heureusement, une jeune femme m'a tiré et m'a nettoyé les yeux. Voilà, et j'ai insulté les CRS en disant, vous n'y êtes pour rien, mon cerveau reptilien, vous n'y êtes pour rien, mais le ministre qui vous donne ses consignes, les CRS qu'on nous envoie en première ligne, ça se trouve, leurs enfants sont aussi dans les manifs, voilà, et ils aimeraient eux aussi avoir des services publics de qualité et des retraites. Donc c'est pas les CRS qui étaient là qui nous envoyaient des lacrymogènes, mais le préfet de police ou le ministre qui, voilà. Et effectivement, c'est une incapacité à dialoguer. C'était pareil avec les Gilets jaunes. J'étais tout petit en 68, mais j'ai vu quand même dans les livres d'histoire que quand il y a du monde dans la rue, le préfet de police s'arrange pour qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort, et De Gaulle et Pompidou se disent, bon, on va dialoguer. Pourtant, Pompidou et De Gaulle n'étaient pas des gros rigolos, ce n'étaient pas des anarchistes, mais quand il y a des millions de gens dans la rue, ils se disent, bon, on va dialoguer, et ça donne les accords de Grenelle, et ça donne une négociation, et ça donne une baisse du temps de travail. On met en place vraiment la semaine de 5 jours dans la plupart des métiers, et on améliore les salaires. Donc c'est quand même tragique de voir comment, avec Emmanuel Macron et ceux qui l'entourent, même quand il y a 4 millions de gens dans la rue, même je voyais l'autre jour une étude publiée dans Ouest France qui montre que même des villes moyennes en Bretagne où il n'y avait eu aucune manif depuis 30 ans, les gens se sont dit non mais sur la question des retraites, on va manifester. Quelqu'un qui travaille à l'abattoir du coin, quand j'étais en Bretagne, m'ont dit quelqu'un dans les métiers intellectuels, bon, ok, moi peut-être qu'à 65 ans, 66 ans, je serai encore en pleine forme, mais quelqu'un qui a commencé sa vie à défaire des carcasses et qui déjà à 55 ans, il a du mal à travailler, lui demander de travailler plus longtemps, c'est une injustice, c'est une violence terrible. Donc, y compris quand dans des petites villes, ça fait 20 ans qu'il n'y a eu aucune manifestation, mais les gens s'auto-organisent pour dire on veut une autre réforme des retraites, on sait bien qu'il faut changer un peu le système, mais on veut une réforme plus juste, eh bien Emmanuel Macron et ses ministres n'en ont rien à faire et la réforme passe en force. On est le seul pays d'Europe où il y a aussi peu de dialogue. On est vraiment, j'ai été député européen pendant 5 ans, la même semaine, j'étais dans une manif pour le climat à Bruxelles, pas un gramme de violence, pas une lacrymogène. Et le samedi, on est aussi pour le climat avec plein de jeunes et des moins jeunes dans Paris. Et au bout d'une demi-heure, on se fait nasser, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans une place et on se reçoit des lacrymogènes. Donc franchement, depuis quelques années, et encore une fois, je ne juge pas tel ou tel CRS, tel ou tel policier, tel ou tel gendarme, mais les décisions prises par Emmanuel Macron et les ministres
cette incapacité de dialoguer, elle nous amène au mur. Si leur politique était bonne, on pourrait se dire, bon, on a vraiment affaire à des génies, merci, merci, bon maître, mais leurs politiques sont quand même une suite de catastrophes, ils devraient accepter le dialogue. Nicolas Froment, vous avez étudié le cas de Luigi Mangione, ce jeune aux États-Unis qui allait jusqu'à assassiner le patron d'une grande compagnie d'assurance américaine. Comment vous analysez ce geste? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir apparaître en France, vous pensez, pour justement répondre à cette violence institutionnelle? Moi, je ne crois pas qu'on puisse assister à un tel acte en France, en tout cas pas dans les années qui viennent. Ce n'est pas un hasard si c'est arrivé aux États-Unis. C'est un pays qui a, on le sait tous, hein, une bien plus grosse forte tolérance sur les armes à feu, un usage qui en est beaucoup plus banalisé. Et il se trouve que dans l'année 2024, j'imagine qu'il y a eu d'autres tueries, alors souvent des tueries ou des meurtres aux États-Unis par arme à feu. Mais quand même, ça reste, même à l'échelle des États-Unis, quelque chose d'assez inédit, en tout cas dans les dernières décennies. En Europe, ça a existé dans les années 70-80. Mais ça dit quelque chose de la violence du capitalisme, le fait qu'un jeune homme de bonne famille qui n'est pas le plus exposé à la violence du capitalisme décide, si tant est que ce soit lui qui ait commis ce geste, puisque son procès est toujours en cours et il plaide non coupable. En tout cas, les éléments réunis autour de lui laissent à penser qu'il aurait pris cette décision. Avec le raisonnement suivant, alors sur le manifeste qui aurait été retrouvé sur lui, je parle aussi au conditionnel, qu'il a cette phrase dans ce manifeste: quand toutes les formes de communication ont échoué, la violence est la seule possible. Bon, eh bien, ce qui est déstabilisant et qui explique la popularité donc, de l'assassin, puis de l'assassin présumé, puisqu'en fait, il y a eu une popularité de l'assassin alors même qu'il était inconnu et en cavale, hein, le lendemain du meurtre de Brian Thompson, je pense, c'est lié à cette phrase, quoi. Cette phrase qui est encore plus vraie aux États-Unis qu'en France, mais qui est quand même très vraie en France. Dans les deux cas, on est dans des États qui sont autoritaires, où on a une classe politique qui est vraiment monopolisée par la grande bourgeoisie. C'est très vrai aux États-Unis, qui vraiment, la grande bourgeoisie américaine a toujours maintenu les deux principaux partis sous sa coupe. Et en France, c'est la même chose. Et c'est quelque chose dont on aurait pu parler tout à l'heure, c'est que ce qui s'est aussi passé depuis 40 ans, c'est que vraiment, quasiment toute l'offre politique a été mise sous la coupe de la grande bourgeoisie, et l'État-providence dont on nous vantait les mérites est devenu un État-providence pour les riches. Bref, donc cette idée que, en fait, il n'y a plus de recours possible, et que quand vous essayez des choses, ça ne marche pas, et quand vous essayez des choses qui sont encouragées légalement, ça ne fonctionne pas, donc la pétition, la manifestation à 4 millions de personnes, etc., fait que beaucoup de gens se demandent et se disent peut-être qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure. Et alors là, on a quelqu'un qui est vraiment passé à la vitesse supérieure, puisqu'il a commis quelque chose de moralement répréhensible, et qui d'ailleurs fout en l'air sa propre vie, en plus d'en foutre en l'air une autre. Et ça, c'est quand même pas rien. Et donc pour moi, ce que ça dit, c'est ça, c'est ce niveau de désespoir. Et les études sur le soutien à Luigi Mangione aux États-Unis montrent que le soutien à Luigi Mangione est complètement corrélé à votre classe sociale. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre et moins vous avez le sentiment de pouvoir contrôler votre vie, c'est ça notamment qui a été mis en relief, plus vous allez avoir de sympathie envers Luigi Mangione. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre à propos de la violence du capitalisme et des régimes autoritaires, c'est que quand vous êtes diplômé, que vous avez des bons revenus et que vous vivez dans une métropole, votre sentiment que le système va pouvoir changer paisiblement est plus grand parce que vous-même, personnellement, vous avez des recours. Vous connaissez un avocat, vous connaissez un médecin, vous pouvez, si vous êtes confronté à une injustice, alerter des proches, et les choses peuvent éventuellement se passer à l'amiable. Mais plus vous êtes pauvre, plus vous êtes isolé, moins vous êtes connecté aux métropoles, et moins vous avez de connaissances parmi les classes aisées, moins vous avez de possibilités de vous défendre, quoi. Et donc forcément que vous allez avoir plus de sympathie envers quelqu'un qui décide de renverser la table et de commettre un acte irréparable. Et une chose aussi que je voulais rajouter, c'est que si cet acte, il a été aussi populaire, et voilà, il est populaire, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de compassion pour le meurtrier que pour la victime. C'est quand même pas rien. Alors que moi, pour le coup, quand c'est arrivé, je me suis dit, il va se passer la même chose que dans les années 70-80, quand le terrorisme d'extrême gauche a sévi en Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça a rendu ces mouvements-là extrêmement impopulaires. Et ça a même, moi je pense, vraiment contribué à casser la dynamique révolutionnaire dans ces années-là. Ça a été extrêmement contre-productif. Et là, c'est pas le cas pour ce qui s'est passé pour l'instant. Mais en fait, je crois qu'aussi, il y a quelque chose de l'ordre de
enfin, il leur arrive quelque chose de mal à ces gens-là. Voilà. Il y a un peu cette idée qu'enfin, il y a un karma, en quelque sorte. Parce qu'en fait, dans le capitalisme tel qu'il est actuellement, en fait, la classe dominante, elle est protégée. Il lui arrive jamais rien. Elle peut mettre le pays en faillite, comme Bruno Le Maire, il lui arrivera rien. Elle peut gérer la situation de façon catastrophique pendant l'épidémie de Covid, en ayant détérioré le système de santé qui fait qu'il y a eu autant de morts, parce que c'est quand même ça qui s'est passé en Europe comme aux États-Unis. Il ne lui arrivera rien. Toute notre classe capitaliste française, c'est que des grands patrons qui ont cassé des fleurons industriels, qui ont entraîné des milliers, des dizaines de milliers de licenciements, et il n'y en arrive rien. Au contraire, ils continuent à faire leur petit bonhomme de chemin, comme quelqu'un comme Thierry Breton, par exemple, dont je parlais dans un article récemment. Bon, eh bien, là, quand il se passe quelque chose de cet ordre-là, aussi extrême que ce soit, et quand bien même, je pense que la plupart des gens n'approuvent pas un meurtre, il y a cette idée qu'enfin, il se passe quelque chose, et que ce ne sont pas toujours les mêmes qui subissent. Et que comme si dans cette espèce de routine de la domination capitaliste, et ben là, il y avait un caillou dans l'engrenage. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois les manifestations de joie après ce meurtre. C'est, aussi choquant que ce soit d'avoir de la joie après un meurtre, c'est qu'enfin, la machine capitaliste semble un peu se corroder. Et ça fait plaisir à beaucoup de gens qui se disent que peut-être que les choses peuvent changer. Mais en même temps, le fait qu'on en soit arrivé là montre à quel point les autres recours semblent impuissants. Donc à la fois, il y a une dimension tragique là-dedans. Parce que si on avait des syndicats puissants, si les élections pouvaient réellement changer la donne, si les pétitions étaient entendues par nos dirigeants, bien sûr que quelqu'un qui tuerait un PDG, on lui dirait ben non, pas besoin d'aller si loin. Pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et c'est pas du tout ce qu'on a dit à Luigi Mangione. On lui a pas dit pourquoi tu n'as pas lancé une pétition ou pourquoi tu n'as pas monté un syndicat. Parce qu'aux États-Unis comme en France, tout le monde connaît la réponse. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Pierre Larotourou, qu'est-ce que vous pensez de ce sentiment d'impunité, d'impuissance, mais surtout, est-ce que ça en dit pas long sur les systèmes traditionnels, les institutions traditionnelles, les partis, les syndicats? Est-ce qu'ils ont encore du pouvoir? Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance pour capter cette colère populaire et la transformer en revendications politiques concrètes? Écoutez, globalement, notre système ne marche vraiment pas bien. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Après ça, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que le système de santé aux États-Unis est bien pire, bien plus injuste. Vous dites comment votre grand-mère a pu profiter. Moi, mes parents ont profité d'un système de santé dans les dernières années de leur vie qui était quand même correct. On ne leur a pas demandé quel était... Mon beau-père était chauffeur de camion. Il a eu les mêmes opérations que s'il avait été millionnaire. Donc, on est quand même en France, même s'il y a des choses qui sont inquiétantes dans les évolutions, on est très, très loin du système américain. Voilà. Oui, en essence, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est d'accord peut-être que rien ne justifie un meurtre, qu'une colère peut tout à fait se comprendre et elle est argumentée, mais le meurtre, voilà. En France, la situation politique est assez inquiétante, mais j'aimerais juste montrer que dans notre histoire, il y a des moments où le peuple a créé la surprise. On ne connaît pas bien cet épisode. C'est en 1872, l'Assemblée nationale est complètement paralysée. C'est un bazar monstrueux, les gens s'engueulent, il n'y a pas vraiment de règles du jeu. Et le peuple entoure l'Assemblée avec 1 200 000 pétitions. Vous voyez des carrioles qui arrivent de Bretagne, de Toulouse ou de Montpellier pour dire on veut une loi sur l'éducation. Voilà, moi je croyais que c'était Jules Ferry qui avait fait le job. En fait, Jules Ferry a oublié de raconter le début. Mais c'est le peuple. Et pour avoir 1 200 000 pétitions, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le TGV. Voilà. Deuxième exemple, c'est les congés payés. Léon Blum ne croyait pas du tout aux congés payés. Vous ne trouverez pas un tract ou un discours du Front populaire ou de Léon Blum sur les congés payés. Il pensait que c'était juste impossible. Le peuple met Léon Blum au pouvoir. C'est quand même mieux d'avoir Léon Blum plutôt que quelqu'un de droite qui aurait envoyé la troupe contre les manifestants. Mais après ça, le peuple ne va pas se recoucher et se rendormir. Le peuple est dans la rue joyeusement et demande les congés payés. Et au bout d'un moment, Léon Blum fait la loi sur les congés payés. Et maintenant, on est des millions à en profiter, même si tout le monde n'en profite pas. Et même du point de vue économique, c'est le premier secteur d'activité en France, les congés payés. Et ça aide pour qu'on ait une balance commerciale équilibrée. Donc non seulement c'était possible, les congés payés, c'était bon pour le bien-être, mais même économiquement. Donc voilà deux exemples où si on avait attendu...
tous des grands chefs. Voilà, moi, je me souviens, le mur de Berlin, tous les spécialistes pensaient que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et puis, c'est des gens comme vous et moi qui, juste un jour, ont dit « j'en ai marre, j'ai envie d'être heureux, ce mur de Berlin fout en l'air ma liberté ». Et donc, au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000. Il y a des textes très, très beaux de Václav Havel qui dit « le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante ». Les deux trucs on devrait apprendre avant les fables de La Fontaine, c'est le texte de Philadelphie sur le besoin de justice sociale. Et Václav Havel, le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Il veillait, il attendait le moment propice. Tous ceux qui ne mentaient pas dans leur vie quotidienne, tous ceux qui ne mentaient pas ont apporté leur contribution. Chacun de nous peut changer le monde. Les derniers mots de ce texte de Václav Havel. Chacun de nous peut changer le monde, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance. Chacun de nous peut changer le monde. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut une stratégie à 2 ou à trithérapie. Il faut continuer à humaniser le monde dans notre vie quotidienne, protéger notre équilibre perso, protéger l'équilibre des gens qu'on aime et humaniser dans notre quartier. Prendre un café avec un SDF, on ne pourra pas prendre le café avec tous les SDF du monde, mais le SDF qu'on croise tous les jours, on peut prendre 5 minutes et prendre un café au jeu. Voilà. Donc, humaniser ce qu'on peut, essayer de faire bouger les politiques. Et puis des grandes actions. Voilà, il y a des moments, et encore une fois, donc même s'il n'y a aucun politique, dans 18 mois, on a des élections en France, c'est quand même mieux, même si on n'a aucun homme ou aucune femme providentielle, si c'est plutôt des gens de gauche qui sont au pouvoir, plutôt que Retailleau ou Le Pen ou Bardella. Voilà, et après ça, on n'ira pas se recoucher, même si on a un homme ou une femme de gauche, on n'ira pas en disant, tiens, on te laisse les clés pendant 5 ans. Voilà, on a vu avec François Hollande qu'il avait été élu et que ça n'a pas été suffisant. Mais donc, je pense que tout ce que vous dites sur la situation aux États-Unis, la violence du capitalisme est vrai. Et en lisant votre bouquin, je repensais, désolé si je suis trop long, moi en 2006, j'avais été choqué par le cynisme de celle qui était la patronne des hôpitaux de Paris, Rosemarie Vanderberg, je crois, et qui a fini son mandat aux hôpitaux de Paris avec un discours devant les journées d'été du MEDEF, où elle scandait « il faut faire plus avec moins, il faut faire plus avec moins, il faut faire plus avec moins ». Et pour les hôpitaux de Paris, on voyait qu'elle était très contente de cette formule. Il faut faire plus avec moins. Et puis, elle quitte cette fonction, et puis elle prend quelques semaines de vacances, et puis elle devient la patronne du plus grand entreprise privée d'EHPAD et de maisons de retraite. Et là, elle va sur le marché pour expliquer qu'il faut avoir plus d'argent. Alors, dans le secteur public, il fallait faire plus avec moins d'argent, mais dès qu'elle va dans le secteur privé, elle va sur les marchés pour dire aux actionnaires « donnez-nous des centaines de millions, ce sera super rentable ». J'avais trouvé ça d'un cynisme monstrueux. Voilà. Donc, je pense effectivement qu'il y a des raisons d'être en colère, que l'action violente, moi j'ai fait des actions non violentes avec Alternativa, on a bloqué à Pau quand il y avait les gens qui faisaient des forages et toutes les compagnies pétrolières, on a fait 3 jours d'action non violente pour les aider à réfléchir. J'ai fait 18 jours de grève de la faim quand j'étais député, il y a encore des gens qui m'en veulent, j'ai récupéré depuis, mais enfin c'est assez rare d'avoir un député qui est rapporteur général du budget qui fait 18 jours de grève de la faim, et Bruno Le Maire était le seul qui bloquait la taxe sur la spéculation. Donc, voilà. Donc je pense que des actions atypiques, des actions non violentes peuvent être tout à fait utiles, mais qu'il faut surtout d'un pays aussi fractionné, d'un pays qui est morcelé, il faut essayer plutôt de trouver des sujets qui peuvent nous rassembler et convaincre les gens qu'en se mettant ensemble, on peut avoir des victoires qui vont changer leur vie quotidienne. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Flamand ? Oui, à moi, vraiment, je trouve que votre diagnostic, votre ordonnance, elle est vraiment juste. Je m'y retrouve tout à fait. Particulièrement, je trouve que c'est important. Et c'est bien parce que je pense que c'est pareil sur les gens qui regardent Lucide. Nous, les gens qui nous écrivent à Frustration, ils sont en quête de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, il y a des moments où il y a des occasions historiques, on va en parler. Puis il y a des moments où il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien, il ne faut pas oublier que oui, réhumaniser les relations humaines autour de nous, contrer en fait la déshumanisation que le capitalisme provoque en permanence, en nous poussant à ignorer les gens différents de nous, les gens plus pauvres que nous, etc. C'est pas un discours charité chrétien qu'on tient, c'est vraiment efficace en fait pour lutter contre le capitalisme que de le déjouer en permanence. Et ça a en plus des effets culturels de long terme, c'est-à-dire que plus vous agissez humainement avec votre entourage, plus vous les convainquez qu'il est possible de vivre dans une société humaine, quoi. Moi, je crois vraiment ça. Plus on a des rapports égalitaires avec les gens, plus on les convainc que l'égalité est possible et qu'on n'est pas destiné à être des sociétés ultra hiérarchisées, ultra compétitives, ce que le capitalisme veut qu'on croie sur nous-mêmes et qui est un pur mensonge à mon sens. Donc, je suis absolument d'accord avec ça. Et moi, je le traduis dans des termes différents pour le reste. Enfin, moi, mon geste, dans le livre en tout cas, c'est de pousser les gens qui veulent s'engager à penser en termes de rapport de force. Et pas tant, d'ailleurs, en termes de violence ou pas violence, puisque comme je l'explique dans le livre et comme je le dis encore plus depuis la sortie du livre, en fait, le terme violence, il est piégeux parce que la définition, elle est souvent donnée d'en haut. Et en fait, ce qui va être désigné comme violent, c'est souvent ce que le système médiatique va désigner comme violent. Or, et donc souvent, il va y avoir un mélange total entre des actions, par exemple,
de violence envers les biens, des actions de dégradation ou de violence envers les personnes. Pour moi, ça n'a rien à voir. Le fait que ça soit le même mot me choque. Les actions que vous avez décrites, je pense qu'il y en a qui ont pu les qualifier de violentes, de dire on perturbe le cours normal de la production. Pour les capitalistes, c'est très violent de faire ça. Et pourtant, ces actions se sont faites dans un cadre non violent, au sens où il n'y a pas de violence engagée envers les personnes. Donc moi, pour éviter ce débat en fait violence ou non-violence qui est un peu piégeux parce que les termes, c'est pas nous qui les maîtrisons, moi, là, c'est la question du rapport de force. La question, c'est est-ce qu'on a ou comment on peut avoir un rapport de force. Et le rapport de force ne nécessite pas forcément la force physique, évidemment. Et un rapport de force avec quelqu'un, c'est comment je fais en sorte que mon interlocuteur ait plus d'intérêt à m'écouter que de ne pas m'écouter et à aller dans mon sens qu'aller dans le sens inverse. Et le problème de ces dernières décennies, c'est qu'on a perdu du rapport de force. Et pourtant, ce ne sont pas les manifestations de colère qui ont manqué. C'est quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on est loin d'être dans un cadre depuis 40 ans où les gens sont passifs, résignés, etc. Ça, c'est entièrement faux. Même si on l'entend beaucoup, on le lit aussi dans les commentaires, souvent de ce genre de vidéos. Les gens disent de toute façon, les gens ne bougeront pas, il ne se passera rien. Et moi, malheureusement, ce discours, je l'entends aussi beaucoup dans les entreprises, y compris de la part de syndicalistes. Donc moi, je déjoue ce discours en disant non, regardez, depuis le début du mandat de Macron, et même avant, mais depuis le début du mandat de Macron, il n'y a finalement pas une année sans qu'il n'y ait pas un mouvement de protestation d'ampleur. Le problème, c'est que souvent, on ne part pas tous ensemble. On part un peu en ordre dispersé. Ce n'est pas toujours les mêmes catégories de la population qui sont en protestation, mais n'empêche qu'il y a de la protestation. Par contre, il me semble qu'il y a une question qui n'est pas assez travaillée et qui est notamment pas ou peu ou pas du tout travaillée par les institutions de la contestation sociale. Quand je dis institutions de la contestation sociale, ce n'est pas de façon péjorative, mais il se trouve qu'il y a des gens qui, par leur fonction, par leur structure, jouent un rôle particulièrement clé. Donc les syndicats, les ONG, les partis politiques. Et dans ces institutions-là, la question du rapport de force, elle n'est pas ou peu pensée. Et c'est dommage, parce que du coup, ça nous fait commettre beaucoup de défaites. Une des défaites, c'est le mouvement contre la réforme des retraites en 2023, où en fait, sur le plan idéologique, on avait tout pour gagner, puisque tout le monde était contre, à 90% des actifs. Le gouvernement était fragilisé, il y avait des voix discordantes en son sein, etc. Il avait une majorité relative. Et pour autant, les syndicats, mais quelque part, nous derrière, puisque, encore une fois, c'est nous qui avons été passifs, peut-être trop, pendant cet épisode, on s'est complu dans des logiques de protestation qui ne créaient pas de rapport de force. C'est-à-dire qui étaient des démonstrations de force. Regardez comme on est nombreux, regardez comme on est en colère, etc., qui ont leur intérêt et leur nécessité, mais qui ne s'accompagnaient pas d'un rapport de force, à savoir ces manifestations font courir un risque aux dominants, à la classe possédante, au gouvernement. Et en fait, pour moi, la question, c'est comment on fait courir un risque. Je dis comment on fait peur, parce qu'en fait, la question de la peur, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous voit vous mobiliser, s'il sait que tout va se passer comme d'habitude, que ça va être un jour de grève par-ci par-là, que ça va être une manifestation qui ira d'un point A à un point B, généralement le même, se dira, c'est une rentrée sociale à la française, nous ne courons aucun risque, parce que ça fait 20 ans que c'est le mouvement majoritaire et que durant 20 ans, on n'a rien lâché. Et voilà le diagnostic. Donc la question, c'est comment on déjoue ce diagnostic-là. Et pour moi, ça ne passe pas nécessairement par la violence ni envers les personnes, ni envers les biens même. Par contre, ça passe par la réflexion sur le rapport de force, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en œuvre pour que mon interlocuteur ait intérêt à m'écouter et ne puisse pas passer outre, quoi. Et à l'heure actuelle, il passe outre sans aucune difficulté. Pierre Lerotereau, vous avez une longue expérience politique. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'arriver à mener ce rapport de force à travers les institutions traditionnelles? Est-ce que vous pensez qu'on peut changer le système de l'intérieur? C'est compliqué, évidemment, et je pense qu'il faut une stratégie en tenaille ou en trithérapie. Moi, j'ai un ami qui est médecin qui me dit que contre le sida, on n'a jamais trouvé un médicament efficace, mais c'est avec 3 médicaments en même temps, la trithérapie, qu'on arrive à bloquer le virus. Et je pense qu'en politique, vu l'inertie de notre système, vu la gravité, vu l'urgence qu'il y a, le système peut s'effondrer très vite. Les climatologues sont très inquiets, mais on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière aux États-Unis et qui va de nouveau provoquer des millions de chômeurs et des catastrophes. Voilà, donc on sent tous les trois, je pense que ça, c'est un truc qui nous réunit et c'est celle qui nous le sentiment d'urgence. On n'a pas 40 ans devant nous. Donc, il y a parfois, vous dites, comment faire peur. Parfois, c'est utile de faire peur, mais c'est aussi comment donner envie. Le nouveau maire de New York, mais je ne dis pas qu'on est en opposition, il a donné envie. Il a donné envie de se dire, oui, c'est possible, on n'aura pas tout gratos, voilà, on n'a pas la baguette magique, mais les bus gratuits, les crèches gratuites pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui ont des problèmes de loyer, pour 2 millions de personnes, voilà. C'était pas youpla boum, on va régler tous les problèmes en 3 jours, mais c'était des choses qui pouvaient redonner de l'espoir. Donc, c'est plutôt redonner, à mon avis, moi, je me souviens de la dernière discussion avec Stéphane Hessel,
Stéphane Hessel, vous le connaissez, mais les plus jeunes ne se souviennent peut-être pas, c'était un grand résistant. Et il avait fait le livre « Indignez-vous ». Il y a des millions de gens qui ont fait ça autour d'eux, « Indignez-vous » et « 2 livres, engagez-vous ». Et Stéphane était vraiment un ami. Et quelques jours avant sa mort, encore, il m'a appelé en disant « Est-ce que tu veux passer à la maison? Viens ». Et j'arrive, il me dit « Je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit ». Donc on a eu 1h30 de discussion magnifique. Stéphane était dans son lit. Il espérait encore s'en sortir. Il était un grand optimiste. On a parlé de sa vie, de Václav Havel, une de ses grandes déceptions, de ne pas avoir vu Israël et la Palestine de faire la paix. Jusqu'au bout, il portait cet espoir que les Palestiniens soient reconnus dans leur dignité. Et il me disait, Pierre, il faut lutter contre le découragement. Je me souviens vraiment de cette dernière discussion avec un homme qui avait plus de 90 ans et qui savait qu'il pouvait peut-être y rester bientôt. Il faut lutter contre le découragement. On a connu des systèmes monstrueux et les gens pensaient que ces systèmes étaient là pour toujours, mais des hommes et des femmes se sont levés et ils ont fait tomber. On a connu l'apartheid. Nelson Mandela est resté plus de 20 ans en prison et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. On a connu des moments où les femmes n'avaient aucun droit et maintenant les femmes ont des droits. Donc il faut en permanence se dire que le combat est possible. Donc à mon avis, c'est l'action collective, mais je pense qu'on peut, mon avis, c'est garder se ressourcer, ne pas s'abîmer, se protéger, parce que sinon, il y a plein de gens qui sont à la limite du burn-out aussi dans les milieux militants, parce qu'on a notre boulot. Et en plus, même le week-end, on pense encore à qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour gagner. Voilà, donc on n'a qu'une vie, on a le droit de se protéger, de protéger les gens qu'on aime. L'engagement collectif, tout seul, évidemment, ça ne sert à rien. Donner envie, voilà, et puis de gagner la bataille de la crédibilité. Je pense qu'il faut qu'on arrive à gagner, montrer que ce qu'on fait est possible, y compris les 40 ans, le bilan. Moi, quand j'étais à Bruxelles, je passais mon temps à faire le bilan depuis 40 ans de la dérégulation. Voilà, il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais voilà l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en Europe. C'est Eurostat, ce n'est pas un journal de gauchistes. Voilà, l'impôt était à 50%. Dans tous nos pays, on trouvait normal de laisser la moitié des bénéfices aux actionnaires et la moitié des bénéfices, 50%, aller pour l'éducation, pour la santé, pour la recherche, pour le service public. 50%. Petit à petit, on est tombé à 19%. Aujourd'hui, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices en Europe n'est que de 19%. Officiellement, c'est pour la croissance, pour l'emploi, pour la compétitivité. Est-ce qu'on en est sûr? Deuxième petit graphique, voilà l'évolution de la croissance en France depuis 60 ans. Il faut quand même être très optimiste pour penser que cette stratégie de dumping nous amène à plus de croissance. Mais certains vont vous dire, oui, mais ça c'est la France, l'État est obèse, je mets des guillemets, vous n'avez pas de stratégie industrielle. Et donc, petit graphique, voilà en Allemagne. Et voilà la locomotive allemande qui est quasiment en récession depuis 10 ans. S'il n'y avait pas eu 1,5 million de réfugiés syriens qui arrivaient et puis le plan de relance avec le Covid, l'Allemagne est quasiment en récession. Donc, on comprime les salaires dans beaucoup de pays, on baisse l'impôt sur les bénéfices. Donc, je pense qu'il faut... Et si je dis ça, c'est que pour gagner la bataille des idées, je vais faire le vieux con qui raconte sa vie, mais y compris quand j'étais rapporteur général du budget, un rendez-vous avec le chef de cabinet d'Angela Merkel. C'est moi, rapporteur général du budget, ça fait sérieux. C'est le gars ou la femme qui négocie tout le budget de l'Europe au nom du Parlement européen. Donc, c'est un job assez intéressant. Et du coup, pendant 6 mois, je négocie au nom du Parlement avec l'équipe d'Angela Merkel. Et je me souviens, le chef de cabinet de Merkel, un monsieur très important, qui m'avait dit qu'il n'avait que 20 minutes pour me recevoir. Bon, très bien. Et je suis arrivé, non pas avec des graphiques. Il me prend ma courbe, il me dit d'où ça vient, il la donne à son équipe. Puis je lui ai montré ça. Et du coup, ce monsieur qui était très occupé et qui n'avait que 20 minutes, il m'a gardé 1h25. Donc, et à la fin, c'était la main sur l'épaule. Merci beaucoup, Pierre. Je vais appeler le conseiller Europe de Merkel pour qu'il vous reçoive. Donc, est-ce qu'on est capable de s'organiser collectivement pour faire ce travail, pour avoir des messages clairs? La semaine de 4 jours, ça parle à tout le monde. L'allocation d'autonomie, au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans ont une allocation d'autonomie, alors qu'en France, on a découvert avec le Covid, on a découvert ce qui se passait dans les EHPAD, on a découvert aussi comment des millions de jeunes à l'université ou pas à l'université étaient dans une grande précarité. Ben, il y a des pays où on s'est donné les moyens que tous les jeunes puissent commencer leur vie adulte dans des bonnes conditions. Au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans ont une allocation d'autonomie, ils ne dépendent pas de papa et maman pour vivre et pour faire leurs études. Donc, est-ce qu'on est capable, bien sûr, si on arrive il faudra une vision globale et un peu tout changer, mais est-ce qu'on est capable d'avoir quelques messages clairs qui parlent aux gens, qui peuvent changer leur vie quotidienne et montrer que c'est possible et que la crédibilité économique, elle n'est pas du côté des capitalistes et de la dérégulation, même du point de vue bêtement économique, ce système ne marche pas. Et dernier point, et on en reparlera après, quand je dis que ce système ne marche pas, tous ceux qui nous expliquent quand même que les États-Unis ont plus de croissance que nous, mais ça, chez Lucide, vous mettez souvent des graphiques, voilà l'évolution de la dette totale aux États-Unis. Voilà, donc tous ceux qui s'émerveillent, voilà, l'an dernier, pour avoir 2,5 points de croissance aux États-Unis, la dette totale privée et publique a augmenté de plus de 11%. Voilà. Et
Je ne vais pas être trop long, c'est pareil en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est justement de montrer les Échos qui, il y a 6 ans, disaient on peut avoir une nouvelle crise financière, c'est les Échos. Et la phrase reprise, c'est la prochaine crise peut être 10 fois plus grave que la première crise financière. Et paradoxalement, le Covid-19 a sauvé, on a mis des centaines de milliards, mais on peut n'importe quand avoir une nouvelle crise financière qui, effectivement, est plus grave que la crise de 2007. Donc le capitalisme, c'est pas seulement du point de vue humain ou pour la planète, même du point de vue bêtement économique, ça ne fonctionne pas. Et j'en reviens, et après ça je m'arrête, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le besoin de régulation. Ça, c'est la dette totale aux États-Unis, publique et privée, par rapport au PIB. Et on voit bien qu'il y a 2 périodes. Votre première question, c'était depuis 40 ans. Eh bien, depuis 40 ans, il faut toujours plus de dettes pour maintenir un peu de croissance. Mais avant, tant qu'on tenait bon sur des systèmes de justice sociale, tant qu'on tenait bon sur Philadelphie, des règles sur le salaire minimum, quand il y avait un partage équilibré entre les actionnaires et les salariés, oui, il y a toujours eu une pression, mais on avait des règles pour que la pression se calme, et il y avait un partage équitable entre les salariés et les actionnaires. Il y avait un taux d'impôt sur les bénéfices à 50%. Roosevelt avait mis en place une taxe sur les très riches qui était forte. Et bien, tant qu'on tenait bon sur ces règles de justice sociale, il y a eu 40 ans sans aucune crise financière où il n'y avait pas besoin de dette. Il n'y avait pas besoin de dette pour nourrir le système. Et tandis que c'est depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, c'est les chiffres de la Réserve fédérale, hein. C'est quand même pas tous des gauchistes. C'est depuis qu'on a foutu en l'air ces règles de justice sociale, c'est depuis qu'on est rentré dans le dumping fiscal qu'on a besoin de toujours plus de dettes, et ça peut s'effondrer n'importe quand. Donc il y a un travail de redire nos valeurs, et puis des propositions concrètes. Quelles sont les poutres maîtresses? On voit bien que le système peut s'effondrer. On veut reconstruire une maison commune où chacun aura sa place. Et quelles sont les 4 ou 5 grandes idées? Et qu'on se donne les moyens. Et ça, les partis politiques tout seuls ne le feront pas. Je finirai là-dessus. Mais j'ai été au PS, j'étais à Europe Écologie, je suis toujours à Nouvelle Donne, mais qui n'a pas la masse critique. Donc il y a des sites comme les vôtres qui font un travail d'explication. Mais est-ce qu'on se donne les moyens Évidemment, les gens qui regardent notre débat sont sans doute déjà assez convaincus. Mais est-ce qu'on s'organise pour, y compris, aller frapper à la porte de gens qui, aujourd'hui, ne regardent pas notre émission? Non, mais si on va voir les gens qu'un mois avant l'élection, moi, j'étais encore candidat aux législatives. On m'a demandé d'être candidat il y a 15 mois aux législatives. Ça a été très sympa. On a fait une super campagne. C'était passionnant, les gens qu'on a rencontrés. Mais si on va voir les citoyens seulement un mois avant les élections pour dire « votez pour moi », ils ont un peu l'impression qu'on se moque d'eux. Tandis que si on prend le temps de parler comme à des frères et des sœurs et pas seulement un mois avant l'élection, peut-être que là, on peut faire bouger les choses. Alors, le grand problème, c'est que dès qu'on avance des messages simples comme cela, on a derrière des médias qui, d'une voix commune, parlent pour dire que tout ça, c'est des foutaises, un arsenal médiatique très fort qui est tenu par la bourgeoisie. Vous voulez expliquer dans un ancien entretien sur Lucide comment on fait pour, du coup, faire passer ces messages-là alors que c'est rendu inaudible par ce système-là? Déjà, il faut être clair soi-même. Moi, je trouve que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, votre dernier graphique avec l'explosion de la dette américaine, une des dates charnières, c'est 1981. C'est pas rien, parce qu'en fait, depuis 1981, on a tout un ensemble qui a eu beaucoup de poids et qui, encore une fois, a exercé un rapport de force sur la bourgeoisie, parce que, en fait, pour moi, vos explications sont extrêmement convaincantes et je pense que beaucoup de gens, en les voyant, se disent « mais pourquoi font-ils ça, du coup ?» Pourquoi ils font ça? Parce que c'est pour leurs intérêts et que finalement, la question de la stabilité économique, tout ça, ils s'en fichent. C'est un discours sophiste qu'ils vont utiliser ensuite sur les plateaux pour se justifier a posteriori ou a priori. Parce que souvent, en fait, ils prennent des lois, par exemple, de dérégulation du droit du travail en nous disant « ça va faire ça, ça va faire ça ». 10 ans plus tard, on voit que ça n'a fait tout l'inverse et personne ne va leur demander de justification. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, ce qui a fait bouger la bourgeoisie, c'est pas une méconnaissance, c'est pas parce qu'elle est trop bête, c'est parce qu'elle a plus peur et qu'elle a plus d'obstacles, ou en tout cas peu d'obstacles à l'extension de son règne, à l'utilisation d'argent public pour ses propres intérêts, puisqu'on voit que toute cette dette, elle est venue financer quand même toute cette économie capitaliste au détriment de nos services publics, hein. Tout le monde se demande où est parti l'argent. L'argent, notamment, on le sait, dans le cas de la France, c'est à peu près 200 milliards d'aides publiques aux entreprises sous différentes formes, notamment d'exonération de cotisations patronales. Et alors là, souvent les gens disent mais oui, mais dans ce cas-là, c'est juste qu'elles payent moins. Oui, mais du coup, c'est que c'est nous qui payons à leur place, hein. Toute une partie de la TVA maintenant qu'on paye sur les produits sert, des études l'ont montré, à payer à la place des entreprises des cotisations patronales qu'ils ne payent plus et dont on a besoin pour que la sécurité sociale ne s'effondre pas. Donc voilà, tout ça, c'est quand même, ça prouve que la rationalité économique, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Que par contre, ce qui n'est pas le cadet de leurs soucis, c'est est-ce qu'ils prennent des risques en nous traitant comme ça? Et il se trouve que depuis 81, et j'en viens à cette question de l'absence de clarté
des discours qui leur sont opposés, bah, on a une conversion de toute une partie de la gauche à un discours d'accompagnement du capitalisme et plus de contestation du capitalisme. Ça s'est accompagné, alors souvent on dit c'est que la gauche s'est fractionnée et c'est pour ça qu'elle est plus lisible, mais elle s'est fractionnée parce que toute une partie d'entre elles s'est mise à soutenir ouvertement le système capitaliste et à y contribuer fortement. C'est ça le problème, c'est que c'est pas simplement ce dont on peut accuser le Parti socialiste, c'est pas simplement de n'avoir pas été anticapitaliste ou de ne pas avoir fait de révolution mondiale, mais c'est d'avoir accompagné et d'avoir même fait partir plus loin, d'avoir accompagné la mise en marché du monde, d'avoir accompagné la flexibilisation du marché du travail. La loi El Khomri de 2016 en est quand même un exemple terrifiant, hein, qui laisse encore des traces. Actuellement, si les salariés perdent dans les entreprises, c'est notamment à cause de cette loi qu'on réduit les pouvoirs des syndicats et qu'ont permis des détériorations du droit du travail en deçà des impératifs des branches ou du droit commun. Donc, en fait, je pense que quand même, si les alternatives au capitalisme ont été illisibles, c'est parce qu'elles n'existent pas ou plus, soit qu'elles ont été extrêmement marginalisées ou qu'elles se sont un peu folklorisées. Moi, c'est ce que j'ai tendance à reprocher à l'extrême gauche, c'est que les discours d'extrême gauche, quand je dis extrême gauche, c'est la vraie extrême gauche. Hein. Si des journalistes de France Info nous regardent, la France Insoumise n'est pas d'extrême gauche. Hein. L'extrême gauche, je parle vraiment des partis ouvertement anticapitalistes. Bon, ils ont... Pour le coup, c'est des gens qui ont du mal à donner envie parce que longtemps, ils ont été habités par des logiques sectaires, même si j'ai l'impression que ça tend à changer, où voilà, on va sacraliser des vieux textes, on va s'habiller d'une certaine façon, on va manger d'une certaine façon, et ce faisant, on se coupe de toute la population. Et puis à côté de ça, la gauche dite social-démocrate, elle a largement contribué, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, à ce qui nous arrive maintenant. Donc à la fin, les propositions claires que vous évoquez, moi je les soutiens tout à fait, mais il faudrait qu'elles soient tenues clairement. Or, on voit bien que ce qui se passe aussi, et le tragique en France, c'est qu'il se passe quelque chose que les sociologues retracent surtout ces dernières années, et qui, moi, me semble très symptomatique. C'est que si on regarde comment les gens se définissent politiquement, est-ce qu'ils se disent de droite, est-ce qu'ils se disent de gauche, on voit que les gens se disent de plus en plus de droite et de moins en moins de gauche, ou alors ne se définissent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens se définissent de moins en moins à gauche. Et ça depuis plusieurs décennies, mais ça s'est énormément accéléré. Et par ailleurs, il y a d'autres études qui montrent que quand on pose des questions aux gens sur des grandes questions de société, par exemple, est-ce que vous pensez que le capitalisme peut combattre le réchauffement climatique ? Les gens répondent je crois que sur cette question-là, c'est à 80%, 70% non. Est-ce qu'il faudrait des salaires plus égaux ? Oui, les gens répondent oui. Est-ce qu'il y a une lutte des classes en France ? Les gens répondent oui. Et c'est comme ça sur toutes ces grandes questions sociales. Et même, ça c'est le sociologue Vincent Tibéri qui le montre, il n'y a même pas eu de droitisation sur les autres questions. C'est-à-dire que sur les questions de société, par exemple la tolérance envers les minorités de genre, même la tolérance vis-à-vis de l'immigration, elle a augmenté depuis les années 80, contrairement à ce qu'on entend tout le temps. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas, puisqu'on a l'impression que tout le monde s'est droitisé et que la gauche, de moins en moins de gens s'y identifient. Là, je pense qu'il y a quelque chose à se dire, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre ce que les gens pensent et ce qu'ils votent, ou en tout cas, au-delà du vote, c'est de qui ils se sentent proches. Et je pense qu'en fait, la gauche, je vois bien que quand je dis gauche, je me sentirais toujours obligé de clarifier, parce que ce signifiant est très vide, parce qu'il est composé de gens qui en fait n'ont rien à voir, elle ne sait pas, en tout cas, elle ne capte plus ces désirs-là. Parce que ça tient à beaucoup de choses, ça tient à ce qu'elle a fait, ça tient à son bilan, et le bilan, il n'a toujours pas été... il n'a toujours pas été accepté, notamment par le Parti socialiste. Ça tient à son attitude, ça tient à sa façon de se présenter, ça tient aussi à son incarnation de classe, c'est-à-dire que la gauche politique, elle est composée très majoritairement, alors c'est très fort dans le cas du PS, un peu moins fort dans le cas des autres formations, mais globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une élitisation des partis politiques où il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'employés, il n'y a même plus de professions intermédiaires. Globalement, le personnel des partis politiques est composé à très grande majorité de cadres et professions intellectuelles supérieures, qui est un groupe qui pourtant représente une minorité de la population. Donc il y a un problème de représentativité, y compris à gauche, et même parfois encore plus à gauche que dans les autres partis.
Donc là, on a quand même un gros problème, parce que la gauche est censée être, les partis de gauche sont censés être des formations politiques qui ont conscience de ce problème-là. Et souvent, d'ailleurs, quand je dis ça dans les médias, il y a toujours des insoumis en commentaire qui vont me dire « il y avait Rachel Keke ». Oui, ben, le fait qu'on puisse me citer qu'un seul nom et qu'on me le sorte toujours le même, en dit très long. C'est-à-dire qu'effectivement, Rachel Keke, excellent exemple de comment quelqu'un qui mène des combats sociaux peut accéder à des responsabilités politiques, bah, c'est excellent, mais ça n'a duré que 2 ans. Et ce n'est malheureusement, c'est une exception. Je ne vais pas dire une exception qui confirme la règle, parce que c'est quelqu'un qui doit ses propres mérites à elle-même. Mais en tout cas, le fait social là, c'est la non-représentativité de la gauche. Et ça, c'est très important de se dire, si on en revient au vote, mais moi je pense que le vote, c'est le petit bout de la lorgnette de l'action politique, parce que jusque-là, on a montré, et Pierre Laroutourou l'a montré tout à l'heure, que les grands changements sociaux, ils viennent, le vote joue un rôle dans la trithérapie que vous décrivez, mais en fait, c'est aussi des grands mouvements sociaux qui jouent des rôles essentiels et qui ont fait vraiment évoluer la société. En fait... il faut voir, et moi je me suis un peu réconcilié avec cette idée-là en écrivant Saint-Luigi, c'est que notre façon de nous identifier à des personnalités politiques, et pas que politiques, mais à des personnalités en général, repose beaucoup sur l'émotion, de l'affect, du corporel, et que donc c'est pas simplement une question de message, mais c'est aussi une façon de comment le message est adressé et par qui. Et ça, je pense qu'il y a une grosse faiblesse en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Enfin, un Mélenchon à plus de 20%, c'est quand même pas rien. Donc moi, je dis ça avec prudence, c'est-à-dire que le bilan, il n'est pas nul non plus. Ce qui s'est passé avec la France Insoumise, c'est quand même un fait important. Pour moi, c'est quand même un gros retour d'une gauche assez conquérante, mais ça ne suffit pas. Parce qu'encore une fois, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Et ça, je pense, c'est un peu la faiblesse de la stratégie de la France Insoumise, c'est que dans notre histoire sociale, la gauche, ou en tout cas les partisans de l'égalité et des classes laborieuses, ça n'a jamais été que des partis. Ça a toujours été des partis, plus énormément d'organisations qui organisaient des forces sociales, et pas simplement des électorats. Donc voilà, il y a tout ce chantier-là, c'est-à-dire réunir des forces sociales, les réunir dans leur vie quotidienne pour faire des choses ensemble, parce que c'est comme ça qu'on travaille une conscience de classe, c'est pas que par des discours. Avoir évidemment un discours unificateur autour de grandes propositions clés, ça je suis absolument d'accord. Qui soit clair et qui ne transige pas en permanence, qui ne s'excuse pas d'être là, parce que c'est aussi ça un peu la tendance. Hein. Face à la montée de l'extrême droite, on a une gauche qui s'excuse tout le temps. Qui est tout le temps, alors quand elle ne court pas directement derrière l'extrême droite, en tout cas elle s'excuse d'être de gauche, elle ne veut pas déranger, ça il faut absolument arrêter parce que c'est une stratégie perdante, c'est-à-dire que c'est même pas pragmatique de faire ça. Ça ne fait même pas gagner de voix de faire ça, ça en fait perdre. Et puis à côté de ça, à côté de ce discours-là, eh bien essayer aussi d'incarner dans sa façon d'être la diversité de classe de la société. Et actuellement, là, le deal, il n'est pas fait du tout. Et cette question-là, je la remets tout le temps sur la table parce que les partis n'apprennent pas et ils ne veulent pas la recevoir parce que les partis sont composés d'entre-soi qui ont quand même envie de se mettre le pied à l'étrier mutuellement. Et donc, du coup, ça les embête un peu quand nous, on vient avec nos chaussures de sociologue leur dire écoutez, faut vraiment que vous travailliez sur votre représentativité parce que sinon, ça ne marchera jamais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas contradictoire que la droite ou l'extrême droite soit conduite par des bourgeois. C'est cohérent avec leur idéologie. Puisque eux, leur idéologie, c'est de dire globalement, une société de classe, c'est très bien, c'est comme ça qu'on va faire grandir la nation ou que sais-je, et donc faites-nous confiance à nous, les bourgeois et les aristocrates. C'est ça leur discours. Mais la gauche, historiquement, son discours, ça a été de dire, prenons notre destin en main, nous, peuple, contre la bourgeoisie, contre les élites. Or, si ceux qui tiennent ce discours-là sont uniquement des cadres et des professions intellectuelles supérieures, ça sonnera faux, en fait. Et je trouve que souvent, la gauche, elle sonne faux. Et d'ailleurs, la gauche, elle a cette réputation un peu d'être en incohérence, d'être hypocrite, etc., d'être des beaux parleurs, d'être des donneurs de leçons. Et évidemment, cette leçon, elle est injuste. Moi, tous les militants que je connais, ils sont sincères. Mais en tendance, sur ce qui se passe sociologiquement, je comprends qu'on puisse penser ça. Pierre, vous partagez cette critique sur la gauche ? Oui, même si je suis un homme blanc de plus de 50 ans et bien diplômé. Non, mais c'est un vrai problème, effectivement. Est-ce qu'on incarne la diversité de notre pays dans tous ces aspects Et après ça, ce que vous disiez aussi sur le fait que beaucoup de gens sont d'accord avec nos principales propositions. Hein. Donc, la plupart des gens sont d'accord avec l'idée qu'il faut une réforme des retraites plus équilibrée, sont d'accord avec la semaine de 4 jours, sont d'accord avec la taxe sur la spéculation. Quand j'ai fait ma grève de la faim, j'avais reçu des études de gens, 80% des Français sont d'accord, on paye tous de la TVA. Tout le monde paye de la TVA, même quelqu'un qui dort dans la rue, dès qu'il aura ramassé 4 €, il ira s'acheter un sandwich, il va payer 5,5 de TVA. Donc même les plus pauvres, pour manger,
paye 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0. À part Bruno Le Maire, des millions de gens pensent que c'est choquant. Voilà. Et donc c'est troublant de voir comment la plupart de nos grandes propositions pourraient rassembler 70 ou 80% des gens, mais comment peut-être aussi qu'il faudra un jour que François Hollande s'explique sur son bilan. Parce que si la gauche, c'est Dominique Strauss-Kahn et François Hollande, c'est pas très motivant. Oui, la réponse, mon adversaire, c'est la finance. On a eu des frissons dans le dos. Voilà, il n'a pas fait 2% du job pour faire la séparation des banques. Quand Roosevelt arrive, il est paralysé, mais il remet son pays en mouvement. Roosevelt fait passer 15 réformes. Il fait la séparation des banques. Et les banquiers sont furieux et gueulent. Quand on avait créé le collectif Roosevelt chez Stéphane Hessel, le petit-fils de Roosevelt était venu et nous avait raconté comment son grand-père avait réformé. Aujourd'hui, tout le monde pense que Roosevelt était un grand-père sympathique, mais à l'époque, c'était violent. Les banquiers voulaient tuer politiquement Roosevelt. Il expliquait que c'était un communiste. Et Roosevelt tenait bon et disait aux syndicats, mettez du monde dans la rue, j'ai besoin de montrer que les citoyens sont avec moi. Parce que ça lui faisait du bien à lui, à son moral. Et voilà. Mais donc, ça ne s'est pas fait facilement. Quand Roosevelt met en place des réformes pour protéger le revenu des agriculteurs, il y en a qui rouspètent, il y en a qui se faisaient des marches sur le dos des paysans et qui ne sont pas très contents que Roosevelt rééquilibre les marchés agricoles. Donc, est-ce que la gauche est capable d'avoir quelques idées claires, qu'on soit capable d'aller au contact aussi, quand je parle des prix agricoles? Je me souviens, il y a 2 ans, quand il y avait plein d'agriculteurs en colère qui étaient venus à Bruxelles, on est des centaines d'agriculteurs, on n'était que 2 à aller leur parler, Marion Maréchal Le Pen et moi. Et des copains me disaient, mais n'y va pas, c'est que des gens de droite. Mais attendez, c'est pas que des gens de droite. Ce sont des agriculteurs qui demandent à l'Europe de protéger leur dignité, de protéger leurs revenus. Et il se trouve que comme j'ai fait l'agro et j'ai bossé longtemps avec Michel Rocard, qui a été le ministre de l'Agriculture, qui a mis en place un système qui a protégé le revenu des paysans pendant 31 ans. Ce qu'on appelait les quotas laitiers, je ne veux pas être trop long, mais partir d'une idée simple, si le prix du lait s'effondre et que chaque paysan fait encore plus de lait pour sauver sa peau, eh bien le prix du lait va encore plus s'effondrer. Donc ce qu'on avait mis en place, les quotas laitiers, c'est dire que chaque année, on voit le volume de lait, de beurre, de fromage dont on a besoin et on répartit ce volume utile entre tous les pays et tous les agriculteurs. Et un agriculteur qui fait ce volume de lait, il aura un bon prix. Et donc un système qui avait protégé le revenu des agriculteurs, en tout cas du producteur de lait, pendant 31 ans, c'est des gens comme Bruno Le Maire, comme Michel Barnier, qui les ont foutus en l'air en expliquant que si les prix s'effondraient, on allait produire plus. Et donc, à chaque fois qu'il y a des suicides, moi j'ai fait l'agro et je m'intéresse vraiment à ces questions, j'y pense l'autre jour dans les Côtes d'Armor, une femme qui se suicide, voilà, et je pense à son mari, à ses enfants qui tous les matins rentrent dans la salle de traite parce que la vie continue. Et donc, quand les agriculteurs en colère viennent à Bruxelles et que Marion Maréchal Le Pen vient pour leur parler et que moi, des copains me disent « n'y va pas, c'est des gens de droite », mais non, c'est une connerie. Voilà. Quelqu'un qui vient, qui laisse sa ferme, c'est pas facile quand on a une ferme de demander aux voisins « est-ce que tu peux t'en occuper, je vais aller à Bruxelles », c'est qu'ils attendent que l'Europe change. Ils ne sont pas anti-européens, ils voudraient juste que l'Europe change et mette en place, et en plus c'est possible, des politiques qui protègent leurs revenus. Donc je pense qu'il ne faut pas que les gens qui portent nos idées, on en reste à parler avec les copains et les copines déjà convaincus. Et qu'il y a des gens qui votent pour l'extrême droite ou qui ne votent plus, mais qui ne sont pas tous des gros fachos. Voilà, il y a quelques gros fachos, mais aussi des gens qui juste se disent j'ai voté pour la gauche, j'ai voté pour la droite, j'ai voté pour la gauche, ça n'a rien changé. Soit je ne vote plus, soit je vais essayer des gens que je n'ai pas encore essayé. Donc on n'a plus que 18 mois pour éviter une catastrophe et se dire que essayer Le Pen, on a vu en Italie avec Mélanie ce que ça donne, ça n'est pas drôle, ça ne règle aucun problème et ça en aggrave certains. Donc est-ce qu'on se donne les moyens de gagner la bataille des idées dans les 18 mois qui viennent? Comment il faut leur parler aux électeurs RN, à votre avis, Nicolas Framont? Déjà, je rejoins, en fait, c'est pas tant pour moi la question de comment on parle aux électeurs RN, que comment on parle aux gens. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas préjuger. En fait, faut pas essentialiser les gens par rapport à leurs électorats. Ce que font, enfin, le prisme des partis politiques, c'est vraiment ça, c'est de voir la population comme des parts de marché électoral avec des parts déjà prises, et puis du coup, on va se répartir les autres, et on va voir, et en fait, souvent, enfin, ça, c'est une vision très erronée de la société, puisqu'encore une fois, la politisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la façon dont la société fonctionne et quelle place on s'y sent, se traduit par le vote de façon... Enfin, c'est qu'une toute petite partie de notre personnalité politique qui va s'affirmer par le vote. En fait, ce qu'il faut regarder aussi, et ça, je trouve que vis-à-vis de la question du racisme, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir la question du racisme. C'est pas simplement ce qu'on vote, c'est aussi comment on se comporte, qu'est-ce qu'on accepte autour de soi, comment on se comporte, par exemple. Et ça, je pense que on peut avoir des gens qui vont jamais voter RN et qui sont dégoûtés par le RN, qui vont avoir énormément de mépris de classe, qui vont énormément déshumaniser des personnes, y compris par rapport à leur origine ethnique, etc. Donc voilà, je voudrais vraiment
qu'on ne se concentre pas sur la question du vote, parce que je trouve que c'est une vision finalement assez appauvrissante de la société. Et ensuite, sur le vote RN, on sait que, bah oui, on sait, comment dire, en fait, il faut faire deux choses à la fois, c'est-à-dire à la fois ne pas nier l'énorme place du racisme dans tout ça. Parce qu'en fait, il y avait, à un moment, il y a eu le débat, c'était genre, est-ce que c'est des fâchés pas fachos, ou est-ce que c'est des racistes voilà, jusqu'au bout des ongles. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le racisme joue une place énorme dans le vote RN. Et je trouve qu'on le voit d'autant plus ces dernières années, qu'en plus, pendant un temps, on a pu se dire, les gens votaient RN par appétit pour la question sociale et anti-européenne que le RN portait. Maintenant, le RN ne porte plus de discours social. C'est entièrement aligné sur le patronat qui rassure. D'ailleurs, toute une partie du patronat français s'habitue à l'idée que le RN va gouverner et ne porte plus du tout de discours anti-européen. Enfin, voilà, ou alors très à la marge, mais dans son programme, quasi plus. Et donc, en fait, et pour autant, il continue d'être populaire. Ça veut dire que, malheureusement, cette idée qu'on a eue pendant un temps de se dire, en fait, les gens votent RN parce qu'il a pas par anti-européanisme et pas par racisme, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça du tout. Le racisme joue un grand rôle. Mais, et là je rejoins beaucoup de collègues sociologues, le racisme joue un grand rôle, mais ça ne veut pas dire que les gens sont intrinsèquement racistes et qu'ils le resteront toute leur vie. En fait, le racisme, il existe dans un pays comme la France parce que la France est un pays post-colonial ou même qui conserve des logiques coloniales, où l'immigration s'est faite sous le joug du contrôle social et de l'humiliation et de l'infériorisation. Et donc forcément, ça a laissé des places dans toute la société. Et on porte tous en nous quand même du racisme qui va s'exprimer ou pas s'exprimer. Et je rejoins les études de vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup cogiter sur cette question-là, c'est ce même sociologue Vincent Tibéri sur le mythe de la droitisation. Je lui disais, mais voilà, j'avais fait un entretien avec lui et je lui disais, certes, ce que vous dites, c'est que les gens sont moins racistes que dans les années 80. Vraiment, il dit, il n'y a pas photo. Par contre, ils votent plus RN. Mais c'est qu'il dit, en fait, dans les années 80, il y avait énormément de racisme, mais le clivage politique n'allait pas se faire sur des questions liées à l'immigration, par exemple. C'était pas tant un sujet. Et c'était plus sur la question sociale. Alors que là, on voit que maintenant, toute la polarisation du débat public, on voit bien que la bourgeoisie, elle tente de le faire sur l'immigration. Qu'en fait, l'idée, c'est de ne jamais aborder la question sociale. Et d'ailleurs, ils sont bien embarrassés, parce que la question sociale, comme c'est notre réalité quotidienne, bien plus que l'immigration. Au quotidien, on est bien plus embêté par notre loyer, par le prix de l'huile d'olive au supermarché et par le coût des autoroutes, que par l'immigration. Ça, c'est la réalité. Donc en fait, l'extrême droite, elle est toujours obligée, elle a énormément de travail pour que cette question-là, elle revienne tout le temps. Et heureusement, elle est aidée par un arsenal, enfin malheureusement, elle est aidée par un arsenal médiatique qui ramène tout le temps cette question-là à travers toutes ces polémiques qu'on connaît, quoi. Toutes ces polémiques sur le voile, etc. La question sociale, elle refait tout le temps irruption. Et donc, notamment via les mouvements sociaux. Et vous remarquerez, moi je dis toujours, la meilleure lutte antifasciste, c'est un mouvement social. Parce que dès qu'il y a un mouvement social, c'était le cas quand il y a eu l'éphémère mouvement du 10 septembre, contre le budget à l'époque de François Bayrou, le RN n'a rien à dire. Et d'ailleurs, il est bien mal. Parce qu'il voit bien que l'ensemble de la population éprouve de l'empathie pour ces mouvements sociaux, sauf qu'eux, ils sont contre, parce qu'ils ont toujours été pro-bourgeoisie, en réalité. Et du coup, souvent, ils se taisent. Et c'était pareil lors de la réforme des retraites. En fait, ils n'avaient pas grand-chose à dire, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de soutenir des manifestations ou des syndicats, parce que c'est des gens, ils sont intrinsèquement anti-syndicats. Ils sont vraiment ils sont anti-classe ouvrière. Du coup, ils sont obligés de se taire. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose à avoir en tête, c'est que je pense que dans notre démarche vis-à-vis de la population, qu'elle vote ou pas RN, mais d'ailleurs, il y a des gens, ils votent pas RN et pour autant, ils sont racistes. Enfin voilà, sur tout ça, quoi, toute l'altérité qui nous entoure de gens qui ne sont pas labellisés progressistes et comment on leur parle. Je pense qu'il faut sortir définitivement déjà de la posture civilisatrice, quoi, qui est vraiment une posture de la gauche, parce que la gauche s'est concentrée aussi dans les grandes villes, comme je disais, et pas seulement, parce qu'il y a de la gauche partout, mais par contre, elle s'est aussi énormément embourgeoisée. Et donc, du coup, comme elle s'est embourgeoisée, et même si ce n'est pas de la grande bourgeoisie, elle a une posture, qu'elle le veuille ou pas, qui est misérabiliste, paternaliste vis-à-vis des classes populaires. Et ça se sent, et ça braque tout le monde, en fait. Et donc, il faut sortir de ça. Donc déjà, en faisant émerger, comme je disais tout à l'heure, des figures locales fortes. Et ça, c'est vraiment le sociologue Benoît Coquart, qui est vraiment un des spécialistes de la France rurale, qui me le redisait encore récemment dans un entretien à Paris dans Frustration, c'est que, en fait, ce qui marche, c'est l'identification. Et l'identification, ça marche pas quand c'est un prof parisien qui vient dans une campagne de l'Est de la France. Ça ne marche pas, avec toute la bonne volonté du monde.
Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut s'excuser d'être prof parisien ou qu'il faut s'excuser d'être blanc, etc. Par contre, il faut avoir de la réflexivité, il faut connaître ses limites, quoi. Moi, je sais que j'aurais beau essayer d'avoir la plus grande adaptabilité sociale, etc. Moi, je vis vraiment dans une petite ville, mais je sais que ça ne me rend pas audible auprès de tout le monde. Voilà, que je vais être audible auprès de certains et pas d'autres. Que pour d'autres, je vais avoir besoin d'alliés. Et comment je trouve ces alliés-là? Donc ça, c'est vraiment... Je pense que la question de la posture, la question de l'incarnation, la question du corporel, la question même des vêtements, en fait, elle est très importante. Et qu'il faut rompre, y compris quand on a affaire à des gens racistes, etc. Parce que voilà, encore une fois, tout le monde est raciste. Même moi, j'ai des biais racistes, etc. Faut rompre avec la posture civilisatrice, la posture dominatrice, la posture donneuse de leçons, qui crée cette espèce d'image en fait de la gauche qui humilie, quoi. Et Benoît Coquart, encore une fois, je le cite parce que je suis absolument d'accord avec lui. Il a exprimé un truc que je pense depuis longtemps, c'est que en France, les inégalités sociales sont extrêmement assises sur des inégalités scolaires. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, où ça va vraiment être une question purement d'argent, en France, c'est beaucoup une question de diplôme. Et donc, en fait, notre place dans la société est définie par notre diplôme, et cette définition, elle s'est faite de façon douloureuse, notamment par des traumatismes scolaires. Et ça, j'insiste vraiment quand je m'adresse à des militants de gauche, etc., et je redis ça tout le temps, mais parce que c'est essentiel et il faut vraiment comprendre ça, c'est que la plupart des gens, en tendance, ont un rapport conflictuel avec l'école. Et que l'école, pour eux, ça a été une expérience désagréable. Alors, pas que. Bien sûr qu'il y a eu des enseignants qui ont su trouver les mots, etc. Bien sûr qu'il y a des matières où ça ne s'est pas passé comme ça, mais tendanciellement, une bonne moitié de la population, la moitié non diplômée du supérieur sur ma génération, sur les générations plus jeunes que moi, et plus de la moitié en réalité, ont eu l'impression d'être victimes d'un tri scolaire qui ne s'est pas fait forcément de façon sympathique. Voilà, qui s'est fait par des sanctions, qui s'est fait par des notes, etc. Donc leur rapport à l'institution scolaire et à l'institution professorale, il est conflictuel. Et c'est pas de la faute des professeurs, encore une fois, hein. C'est de la faute, enfin, c'est vraiment de la faute du capitalisme, c'est de la faute de la lutte des classes et c'est de la faute de l'éducation nationale, hein. C'est pas de la faute des professeurs en tant qu'individus. Mais par conséquent, je crois que ces traumatismes scolaires, ils laissent une place dans notre vie affective qui est forte. Et moi, j'ai beaucoup connu de gens qui, parce qu'ils n'ont pas le baccalauréat, se sentent toujours nuls, le redisent en permanence, disent « moi, je ne peux pas comprendre », etc. Il faut vraiment être conscient de ça. Et par conséquent, si en tant que militant, on reproduit des postures professorales, parce que nous-mêmes, on a plutôt un rapport enchanté aux études et au savoir, on va recréer de l'humiliation, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête si on veut avoir des bons rapports avec tout ce type d'électeurs-là, électeurs ou pas électeurs, enfin les gens, quoi. On aura beau sortir tous les chiffres qu'on veut, si quelqu'un est dans une posture qui est bloqué par rapport à nous, on n'arrivera pas à le faire changer d'avis. Mais par contre, jouer la question dans un rapport un peu plus affectif, un peu plus compréhensif, certes, mais surtout, il faut être assertif. Faut assumer ses positions. Et encore une fois, Benoît Coquart, il validait vraiment cette position en me disant « Oui, dans les classes populaires, on déteste les gens qui ont l'air de jouer un double langage, qui vont par exemple se censurer, pas oser dire ce qu'ils vont dire parce qu'ils n'ont pas envie de contrarier l'ouvrier RN, etc. » Nous, ce qu'on a vu, c'est que finalement, bien sûr, il fallait parler, mais ce n'est pas parce que tu parles que tu dois mettre de l'eau dans ton vin. Et qu'au contraire, c'est pour ça, moi, je défends une gauche qui ne s'excuse pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux faire, enfin, en tout cas, si tu veux imprimer un message dans un environnement social, faut pas y aller de façon, faut pas biaiser, quoi. Faut pas dire oui, je te comprends là-dessus, mais voilà, faut pas hésiter, parce qu'en fait, tout l'environnement médiatique aussi essaie de nous faire nous sentir un peu piteux, hein. Il y a vraiment une stigmatisation des opinions progressistes, hein, de nos jours. On va être des woke, on va être des islamo-gauchistes, etc. Faut tenir par rapport à ça. Et parce qu'on aura cette posture vraiment franc du collier, je pense qu'on s'attirera une certaine estime. Et encore une fois, c'est pas pour ça qu'on va gagner un débat. D'ailleurs, je pense qu'un débat, ça ne se gagne pas, en réalité, hein. La psychologie humaine fait que ça ne marche pas. Par contre, on existera en tant que personne qui porte des idéaux égalitaires et de tolérance. Et c'est pas rien, parce qu'en fait, la politisation, ça, toutes les études le montrent, ça passe pas tant par est-ce que j'ai regardé CNews ou Elucide, même si ça joue un grand rôle, mais ça passe beaucoup par qui autour de moi m'a dit un truc. Et qui autour de moi a des opinions progressistes et égalitaires. Et le fait, si mon neveu, si ma nièce, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, où on nous dit qu'il y a un conflit générationnel, non, les gens changent, hein, notamment au contact de leurs enfants et de leurs grands-parents. Voilà, il y a des... Et donc, si la nièce, si l'oncle, si la grand-mère tient ouvertement des opinions progressistes en disant écoute, moi, je pense que c'est horrible ce que dit Le Pen, et moi, voilà ce que je pense.
eh ben, ça crée quand même un phare, quoi, et ça imprime une atmosphère culturelle qu'on peut modifier, quoi. Voilà, ça, je donne quelques recettes issues de cette année d'expérimentation et de travail un peu de terrain sur ces questions-là. Et évidemment, voilà, c'est des propositions que je fais et je suis loin d'avoir tout résolu. On est loin d'avoir tout résolu avec mes camarades. Alors, je voudrais juste rebondir sur la question de l'Union européenne, puisque vous l'évoquiez à juste titre. Le RN s'y désintéresse totalement à présent, mais la gauche n'en parle aussi pas du tout. Ça fait partie des opinions qui sont stigmatisées, un petit peu tabous. Et c'est vrai que nous, chez Lucide, on trouve ça un petit peu bizarre, puisque si on est contre l'austérité, il faut quand même regarder de ce côté-là, puisque la plupart des mesures qu'on nous impose viennent de Bruxelles. Et ce n'est pas uniquement des décisions d'hommes et de femmes politiques, c'est tout un système qui met ça en place. C'est quasiment une prise d'otage économique. Et donc, je voulais vous demander, Pierre, est-ce que vous ne pensez pas que rester dans l'Union européenne, c'est aussi une grande entrave aux mesures que vous voulez appliquer pour avoir une France qui est plus sociale et qui permet à tout le monde d'avoir des conditions de vie un peu plus saines? Non, pas du tout, quitte à vous décevoir. Je pense qu'il faut changer l'Europe. Il y a plein de choses à faire, à changer au niveau européen, à coup sûr, mais rien ne nous empêche. La semaine de 4 jours, il y a déjà 400 entreprises privées en France qui sont passées à 4 jours avec la loi que j'avais réussi à faire voter. Au début, je m'en suis pris plein la tête, c'était pas sérieux, le petit agronome qui a fait, voilà. Mais j'ai obtenu une loi qui disait, aucune obligation, mais si vous passez à 4 jours, 32 heures et que vous créez 10 ou 15% d'emplois, vous arrêtez de payer les cotisations chômage et c'est équilibré parce qu'il y a moins de chômeurs et plus de gens qui cotisent pour les caisses de retraite. Donc ça, du moment que ça n'abîme pas les finances publiques, et un grand économiste, Patrick Artus, avait dit « Je ne suis pas patron de PME, mais le système Larouturou est équilibré. Au lieu de donner plein d'exonérations sans création d'emplois, là, il y a une exonération qui est forte, mais seulement s'il y a 10% d'emplois. » Donc, on n'a pas attendu que l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne le fassent. On a déjà des centaines d'entreprises qui sont passées à 4 jours et qui ont créé des emplois. Les gens vivent mieux, l'absentéisme recule, il y a un équilibre personnel qui s'améliore. Et là, ces 35 heures ont tout foutu en l'air. Il y avait des choses bien dans la première loi sur les 35 heures, mais la deuxième loi était très ambiguë et les 35 heures à l'hôpital étaient une catastrophe. Plus personne n'ose en parler, mais on avait promis au personnel soignant qu'ils auraient 35 heures, donc 20 jours de RTT, et le ministère des Finances, pour faire des économies stupides, a décidé de ne pas ouvrir les écoles d'infirmières. On a été quelques-uns à dire, mais on va vers une catastrophe. On va vers une catastrophe si tout le monde peut prendre 20 jours de RTT et qu'on n'a pas fait former les gens. Voilà. Mais le ministère des Finances, voilà. Donc, il y a plein de choses, lutter contre l'échec scolaire, il y a plein de choses à faire dans les premières années de la vie. Dans toutes nos familles, on raconte des histoires aux enfants, on leur lit Pomme d'Api, Astrapi, voilà. Et quand ils arrivent à l'âge d'apprendre à lire, ils ont déjà plein de mots et plein d'histoires. Il y a d'autres familles, moi quand j'étais avec ATD Carmonde, j'allais faire du colportage de livres dans des familles où il n'y avait pas un seul livre, pas un seul petit journal, il y avait juste la télé, et quand les gosses arrivent à 3 ou 4 ans, ils sont déjà en situation d'échec, et du coup, quand leurs copains... voilà. Donc, il y a plein de choses sur les politiques du logement. Les loyers sont monstrueux parce qu'on n'a pas construit assez. Nouvelle Donne dit que, depuis des années, on dit que le fonds de réserve des retraites, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, pourrait être utilisé pour construire et rénover du logement. Donc, il y a plein de choses à faire pour améliorer la vie quotidienne des gens. Vous avez parlé de la loi El Khomri qui a eu un effet très négatif. Ce n'est pas l'Europe qui nous a obligés à faire la loi El Khomri. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, même si l'Europe ne bouge pas. Et après ça, il y a des choses qu'il faut faire bouger au niveau européen. Oui, quand j'ai montré l'évolution de l'impôt sur les bénéfices, et tiens, c'est une autre courbe, voilà, l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en Europe, on est tombé à 19, alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt n'était jamais tombé en dessous de 38. Donc, ce n'est pas la mondialisation qui nous oblige. Je le répète plus lentement, le taux d'impôt sur les bénéfices est 2 fois plus faible. Donc, ce n'est pas à cause de la... Voilà, on aimerait avoir un impôt correct, mais les Américains nous ont foutu la pression. Non, non, pas du tout. Et je vais revenir à Bruno Le Maire. Je me souviens de la conseillère d'Ursula von der Leyen qui m'avait dit que quand Joe Biden avait dit « il faut stopper la concurrence fiscale », Biden avait dit « dans tous les pays, on a besoin d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour les personnes âgées, donc on doit stopper la concurrence fiscale, on devrait mettre un taux minimum d'impôt ». Et Bruno Le Maire est parmi les 2 ministres au niveau mondial qui ont bloqué toutes les négociations et tout fait pour que les marchés financiers ne soient pas taxés. Bon, donc, il y a plein de choses à faire en France. Au niveau européen, il y avait un consensus il y a 15 ans pour dire juste avant le référendum de 2005, si vous regardez la dernière émission de télé, il y avait José Bové qui allait voter non et Jacques Delors qui allait voter oui. Et José Bové avait apporté cette courbe. Je ne dirais pas qu'il lui avait donné ce graphique. Mais donc José Bové commence son émission en disant « je vote non parce que j'en ai marre d'une Europe qui favorise la concurrence fiscale ». Et à la grande surprise de l'animatrice qui était Christine Ockrent, Jacques Delors dit « José Bové a raison ». José Bové a raison, c'est le prochain combat à mener, ceux qui vont voter oui et ceux qui vont voter non, c'est un impôt européen. Et Christine Ockrent s'étrangle, parce que pour elle, il y avait les gentils qui allaient voter oui et les méchants qui allaient voter non, mais dès le début, Jacques Delors dit « je suis d'accord avec José Bové, on ne peut pas continuer cette concurrence fiscale, il faut créer un impôt européen sur les bénéfices ». Et il y a une époque où il y avait un consensus, et les lobbies des banques et des grandes entreprises l'ont bloqué.
parmi les points positifs qui peuvent redonner de l'espoir, donc la taxe sur les marchés financiers, la taxe sur la spéculation, tout est prêt. Si j'ai fait ma grève de la faim, si j'ai fait voter 2 rapports par le Parlement qui disaient qu'on aurait 57 milliards chaque année, qu'une petite taxe sur les marchés financiers, il y a des gens qui se battaient depuis bien avant moi, Attac ou d'autres, mais on avait des études qui montraient qu'on aurait 57 milliards chaque année pour la santé ou pour le climat si on met en place cette petite taxe. L'Allemagne est d'accord. Je me souviens, le conseiller d'Angela Merkel qui me dit « Pierre, c'est pas la peine d'insister, je suis un fan de la taxe sur les marchés financiers ». Le conseiller de Merkel qui vous dit, c'est pas un gauchiste, hein, je suis un fan de la TTF. Je vous rappelle qu'en 2014, Merkel est allée à Londres parce qu'à l'époque, c'est les Anglais qui bloquaient tout. Donc, est-ce que Bruno Le Maire va bouger ? Donc, il y a des choses qu'on pourrait avoir facilement. En France, là, on parle beaucoup de la taxe Glucksmann. En Allemagne, le débat est sur la taxe sur les très gros héritages, dont on parle aussi en France. Mais à ma grande surprise, c'est la Cour, les Échos et Le Monde ont fait 2 papiers pour dire que le débat revient avec force en Allemagne sur taxer les très, très gros héritages. La Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, a dit il y a un problème, on ne taxe pas suffisamment les très gros héritages. Et au Bundestag, à l'Assemblée nationale allemande, c'est le patron de la droite, le patron de la CDU, il s'est fait engueuler par quelques-uns de ses amis, mais c'est le patron de la droite allemande qui a dit on a besoin d'argent pour la défense, pour la santé, pour le climat, on peut faire un peu de dette, y compris, il y a des choses qui bougent. L'Allemagne est d'accord pour dire que tous les investissements publics ne doivent pas être dans les 3% de Maastricht. Ils ont compris qu'ils avaient sous-investi dans plein de domaines, et donc alors que l'Allemagne, jusque-là, c'était les plus orthodoxes, ils ont modifié leur constitution pour dire qu'il y a des investissements par exemple, dans la défense qu'on ne va pas considérer dans les 3% de Maastricht. Est-ce qu'on en profite ? La porte est ouverte. Est-ce qu'on en profite pour dire oui, on est dans un monde dangereux, mais la question du climat, si on a une vision globale de notre avenir, de notre sécurité, il faudrait dire aussi que ce qu'on va faire pour le climat, les transports en commun, la rénovation thermique, les aides à l'agriculture, ne sont pas comptés dans les 3% de déficit de Maastricht. Et quand le patron de la droite en Allemagne, au Bundestag, dit il faut taxer beaucoup plus les gros héritages, est-ce qu'on est capable de dire chiche, faisons-le ? Parce que l'argument toujours, c'est si un seul pays le fait, les gens vont fuir, mais si la France, l'Allemagne, l'Espagne décidaient ensemble de mettre en place cette taxation, il n'y aurait aucun problème de fuite. L'Europe, il y a plein de choses qu'on peut faire sans elle. Il y a plein de choses qui, si on se bat et si on a des arguments, on peut en 1 an ou 2 ans obtenir des évolutions, y compris utiliser autrement la monnaie. Globalement, c'est le débat qu'il y avait l'autre jour entre Olivier Berruyer et Gilles Raveau, mais on a créé on a créé une monnaie unique, on a fait beaucoup d'efforts, cette monnaie nous protège un peu. Alors on peut dire qu'elle nous endort, c'est ce que dit Olivier Berruyer, c'est vrai qu'en même temps elle nous endort, mais elle nous protège quand même. On a une dette très forte et on paye moins d'intérêts que l'Angleterre ou que les États-Unis. Je ne suis pas de ceux qui disent que le Brexit était la catastrophe des catastrophes, mais objectivement, aujourd'hui, quand la France a besoin de lever 30 milliards pour financer son budget, eh bien nous payons moins cher que les États-Unis ou l'Angleterre. Et si nous n'étions pas dans la zone euro, nous paierions plus cher. On devrait donner des milliards de taux d'intérêt en plus. Donc il y a des avantages, mais par contre, je pense qu'il faut tordre le système et que la Banque centrale, que la création de la monnaie, c'est une idée qu'on a mise dans le débat avec Jean Jouzel depuis plusieurs années. Je ne veux pas être trop long, mais ce qu'on appelle le quantitative easing, il y a eu plus de 5 000 milliards. La plupart des gens, tout est fait pour que les citoyens ne comprennent rien aux questions monétaires. On met des mots compliqués. Autrefois, on appelait ça la planche à billets, parce que c'était vraiment des planches qui faisaient des billets. Maintenant, c'est des ordinateurs qui créent de la monnaie. Mais il y a eu plus de 5 000, je répète lentement, plus de 5 000 milliards créés, le quantitative easing, depuis Mario Draghi, depuis il y a 10 ans. Et l'essentiel de cet argent est parti sans aucun contrôle démocratique vers les marchés financiers. Donc nous, ce qu'on dit, c'est au lieu de tout foutre en l'air, au lieu de dire on s'énerve, on sort de la zone euro, est-ce qu'on peut se dire que cet argent créé par la Banque centrale, il va dans une grande banque du climat qu'on construit avec la BEI et qu'on aurait 300 milliards chaque année, 300 milliards pour les politiques climat, les politiques de développement durable en Europe et en Afrique. Je n'ai pas le temps de développer trop longtemps, mais j'ai été député européen et je peux vous dire qu'on a bossé avec des gens qui sont au sommet de la Banque centrale. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, le problème c'est qu'au moment où on arrive à créer un consensus avec des gens de droite, de gauche, et y compris des gens du top niveau de la Banque centrale, pour dire oui, on peut utiliser, et même ça rassurait les Allemands. Les Allemands étaient quand même très, très inquiets de toute cette création monétaire et faire beaucoup moins de création monétaire, mais la mettre essentiellement la flécher vers les politiques de climat et de développement durable en Europe et en Afrique. Mon dernier rendez-vous à la Banque centrale européenne, j'étais le mec le plus... Quand j'ai repris mon train de Francfort à Paris, j'étais le gars, ou à Bruxelles, j'étais le gars le plus heureux de la planète. J'avais eu le feu vert de quelqu'un de très haut placé qui dit « Pierre, je crois que c'est tout à fait possible, sans changer nos statuts, on n'a pas besoin de 20 ans de négociations, on pourrait mettre 300 milliards chaque année sur le climat en Europe et dans les pays du Sud. » 2 jours plus tard, le Covid-19 est arrivé et depuis, on a géré le Covid-19, puis la guerre en Ukraine, puis Israël et Gaza. Donc, et la question du climat est repoussée. Mais donc,
On peut faire plein de choses en France pour la justice sociale, pour le climat, pour la cohésion, pour le bien-être, sans attendre l'Europe. Et il y a des choses qui sont mûres au niveau européen. Les dirigeants européens ne sont pas tous aveugles. Il y a des libéraux, il y a des cyniques, mais en démocratie, on n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Je pense qu'on ne convaincra jamais Bruno Le Maire, mais on peut vivre sans avoir convaincu Bruno Le Maire. Voilà, quand Michel Rocard s'est battu pour mettre en place les quotas laitiers, je pense que les grands patrons de l'industrie qui font du fromage et du lait n'étaient pas très contents parce que ça diminuait leurs bénéfices. Mais il y avait un accord pour dire on protège le revenu des paysans. Donc la démocratie, on n'a pas besoin de convaincre 100% des gens. Et y compris au niveau européen, je finirai là-dessus, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Tous ceux qui vous disent l'Europe c'est foutu parce qu'il faut de l'unanimité, c'est faux. On peut faire des coopérations renforcées. On a mis en place la monnaie unique, il n'y avait pas tous les pays, je crois. On a mis en place l'espace Schengen. Quand j'étais petit, il fallait s'arrêter à la frontière quand on allait en Allemagne. Maintenant, on se promène. L'espace Schengen, au début, je crois qu'il n'y avait que 5 pays, puis 8 l'année suivante, et maintenant, on est 26. On n'a pas rendu que tous les pays soient dans la monnaie unique ou que tous les pays soient dans l'espace Schengen. La taxe sur la spéculation, quand l'Angleterre voulait tout bloquer, la taxe Tobin, l'Angleterre avait fait un recours devant la Cour de justice, et la Cour de justice avait foutu une petite claque aux Anglais en disant non, il n'y a pas besoin de l'unanimité, vous ne pouvez plus bloquer tout le monde, il suffit qu'il y ait une coopération avec 11 pays. Donc je parle trop vite et peut-être que c'est trop technique, mais il y a plein de choses qui ne vont pas en Europe, mais y compris les dirigeants allemands, parce qu'ils voient bien que l'Allemagne est en récession, parce qu'ils voient bien que la pauvreté augmente, y compris chez les retraités. Ceux qui nous ont dit c'est génial, en Allemagne, il n'y a plus de chômage, mais il y a 6 millions de petits boulots, et il y a 6 millions... Ah, ils ne sont pas au chômage, mais il y a 6 millions d'hommes et de femmes qui vivent avec 600 euros par mois, et quand ils arrivent à la retraite, ils sont... Donc, y compris chez les dirigeants de la droite allemande, il y a une partie de la droite qui est de plus en plus libérale, qui s'enferme là-dedans, mais je pense qu'il y a une partie de la droite humaniste qui évolue. Et dernier point, je pense vraiment qu'on va avoir une nouvelle crise aux États-Unis. Tous les indicateurs montrent qu'on ne sait jamais quand ça va péter. Hein. En 2005, Dominique Strauss-Kahn se foutait de moi. J'avais fait un article pour dire on va avoir une crise majeure, et Strauss-Kahn se foutait de moi en expliquant qu'il n'y avait aucun risque de crise. 18 mois plus tard, la crise a éclaté. Et là, il est très, très, très probable qu'on va avoir une nouvelle crise aux États-Unis. Et donc, on aura une fenêtre pour montrer que le capitalisme fout en l'air la planète, fout en l'air la cohésion sociale, mais que même du point de vue économique, il ne marche pas. Donc, est-ce qu'on est capable de profiter des mois et des années qui viennent pour faire avancer nos idées et construire un nouveau modèle avant que l'ancien ne s'effondre? Sur Lucide, on a reçu Thierry Philippona de Finance Watch qui était assez pessimiste quand même, qui nous expliquait le poids du lobbying à Bruxelles et qui assumait très clairement le fait que les lobbies gagnent. Ça vous fait pas peur, ça? Si, ça me fait peur. Il y a une très belle photo dans Paris Match, je relis rarement Paris Match, mais au moment de la crise financière 2007, fin 2007, début 2008, il est 2 heures du matin, on voit la ministre des Finances, Christine Lagarde, une très belle photo, on croirait une très belle peinture, voilà. Et il y a Christine Lagarde, qui est à l'époque ministre des Finances, et maintenant elle est à la BCE, mais avant elle était ministre des Finances, il y a le conseiller de l'Élysée, le conseiller de Matignon, et tous les regards vont vers quelqu'un, on ne voit que la silhouette, c'est Michel Pebro, le patron de BNP Paribas. Et une fois, je m'étais engueulé avec un très haut des conseillers de Nicolas Sarkozy en disant « Mais pourquoi vous n'en faites pas plus après la crise financière? Sarkozy a le discours de tout long, on va tout changer. » Et je lui avais dit « Mais pourquoi vous n'en faites pas plus ?» Et il m'avait dit « Le vrai conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, c'est Michel Pebro, qui vient tous les 15 jours à l'Élysée et qui explique que les banques françaises vont bien et qu'il ne faut pas changer de politique. » C'était assez troublant. C'est Henri Guénaud, pour ne pas donner son nom, ce monsieur. On est au premier étage de l'Élysée. Henri Guénaud se la pète, gaulliste social, le mec qui veut réguler. Il m'a reçu parce qu'il voulait faire croire qu'il était en accord avec mes idées. Donc vous êtes au premier étage de l'Élysée, un tapis très épais, il a une carte de visite super épaisse. Voilà, il est le conseiller spécial de l'Élysée. J'arrive avec mes graphiques, Henri Guénaud me dit « Je suis d'accord, on n'a rien réglé. » Voilà. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites? Le bureau d'à côté, c'est Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous faites ?» Et il me dit « Pierre, mais il y a les Américains, les Allemands. » Je lui dis « Mais attendez, il y a plein de choses qu'on peut faire. » Et il me finit par me lâcher. La vérité, c'est que le vrai conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, c'est Michel Pebro, qui vient tous les 15 jours et qui explique qu'il ne faut rien changer. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est capable de se dire, on a fait la séparation de l'Église et de l'État il y a un peu plus d'un siècle, et on a bien fait de faire la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'on est capable de faire la séparation des finances et de l'État on a besoin de banques, mais on a besoin qu'elles soient à leur place, et ce n'est pas elles de décider de vers où on va. Et donc ça, c'est à mon avis, c'est que à mes yeux, il faut qu'il y ait une gauche qui ne mente pas, qui comprenne l'urgence et qui arrête de mentir. Encore une fois, François Hollande avait dit « Mon adversaire, c'est la finance », et il n'a quasiment rien fait. Est-ce qu'on comprend que le système peut s'effondrer et qu'on peut aller vers des conflits majeurs?
Très rapidement sur l'Union européenne, je pense que je trouve ça bien de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de l'Union européenne, que la classe politique française a toujours eu tendance à se défausser sur l'Union européenne pour justifier des choix qu'elle pouvait ne pas prendre. Ça, c'est vrai. Par contre, sur l'Union européenne, il y a quand même deux gros problèmes que j'identifie et qui, moi, me mettent dans une posture plus que d'euroscepticisme, même si l'expression puisse trop pas à la mode. C'est d'abord la question du libre-échange. C'est-à-dire que l'Union européenne a vraiment été actrice du libre-échange et franchement, toute une partie de nos gros problèmes, notamment le chômage de masse, sont liés à ça. Récemment, j'ai travaillé sur la question du textile. On parle beaucoup de l'entreprise Chine en ce moment. L'entreprise Chine, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment de la mode textile dégradée, produite dans des conditions lamentables, qui fait une concurrence totalement déloyale, c'est vraiment qu'un symptôme terrible, certes, mais du fait que dans les débuts des années 2000, on a dérégulé complètement les quotas d'importation du textile, par exemple. Ça a été fait au niveau européen. Et le dogme libre-échangiste, ça a été un dogme très présent au fondement même. C'est ça le problème, c'est que la question, c'est est-ce que c'est essentiel ou pas à l'Union européenne ? Force est de constater que dans l'Union européenne, la question du libre-échange a joué un rôle essentiel et continue de jouer un rôle essentiel. Et le deuxième point très critique sur l'Union européenne, qui est pour moi un énorme problème, quand on est partisan de la démocratie et de l'implication directe du peuple, on ne peut pas valider des modes de gouvernement qui sont des modes de gouvernement indirects. Et je veux dire, c'est le cas même sur la gestion régionale ou locale en France, de plus en plus. Maintenant, c'est plus les communes qui décident de choses, c'est des intercommunalités. C'est un peu pareil avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a confié vraiment toute une partie de notre souveraineté à des pouvoirs sur lesquels on n'a pas la main, où on a la main très indirectement via des choix de ministres sur lesquels on n'a pas la main. Et ça, c'est très important. Et ça, on en vient à la question des lobbying. Et c'est pareil, le lobbying sur l'Union européenne, c'est le même problème que le libre-échange sur l'Union européenne. C'est est-ce que c'est contingent ou est-ce que c'est essentiel ? Et je crois que malheureusement, et l'histoire de l'Union européenne nous le montre aussi, le lobbying est consubstantiel à l'existence de l'Union européenne. Et le fait d'avoir créé cette institution, la Commission européenne, qui est vraiment, tout le monde le dit, infestée de lobbying, montre qu'on a peut-être aussi des formes de gouvernement qui ont été designées de façon à faciliter l'intervention directe des grandes entreprises et du grand patronat. Et ça, c'est quand même pas un petit problème. Et donc la question de savoir si il suffit de faire le ménage pour sauver en fait ce qui serait le beau projet européen de la fange, du lobbying, de la finance et du libre-échange, ou est-ce que en fait tout est lié et dans ce cas-là, il faut plutôt repartir à zéro sur d'autres institutions de démocratie directe, y compris à l'échelle européenne ? Moi, je suis plutôt convaincu de la deuxième option. Et je pense qu'on ne le dit pas assez dans le débat français. Ça fait 25 ans que tous les dirigeants allemands disent qu'il y a besoin d'une refondation, non pas de mettre quelques rustines, du système démocratique. On n'en parle pas parce que le débat européen, une fois tous les 5 ans, on nous dit l'Europe c'est très important, il faut aller voter. Mais après ça, il n'y a aucun débat. Voilà. Mais en 1989, quand le mur de Berlin tombe, Mitterrand a peur que l'Allemagne regarde trop vers l'Est et pousse pour qu'il y ait la monnaie unique. Et donc, il y a un échange de lettres entre Mitterrand, le président français, et Helmut Kohl, le chancelier allemand. Et Helmut Kohl dit OK pour la monnaie unique, alors que les Allemands avaient peur d'être avec les pays du Sud, qui sont trop dépensiers. Voilà. Mais donc, Helmut Kohl est prêt à assumer de mettre la monnaie unique, mais il dit mais il faut aussi aller vers une union politique beaucoup plus démocratique. Donc, il y a déjà 2 lettres. Il veut une refondation en disant le système qu'on a fait avec les 6 pays fondateurs, ça marchait quand il y avait 6 pays, le système où il n'y a pas d'élections directes, où le Parlement n'a quasiment pas de pouvoir, c'est ce que vous venez de dire, voilà. Et donc Helmut Kohl fait 2 lettres en 89 pour dire oui, mais il faut un sursaut démocratique. Surtout qu'avec l'élargissement, on sait très bien qu'on va accepter la Pologne, la Tchéquie, voilà. Et donc Helmut Kohl incite là-dessus. Et Mitterrand dit qu'il est trop vieux, trop fatigué, et que ce sera la génération future qui fera l'Europe démocratique. Et en 2000 encore, il y a un très beau discours du ministre allemand des Affaires européennes, Joschka Fischer, qui dit l'Europe va crever. Son discours, il dit c'est pénible, c'est insupportable, même humainement. Quand vous avez 24 ministres qui doivent répéter la même chose et il y a des traducteurs, voilà, et qu'il faut l'unanimité des 24, parce qu'il n'y a pas besoin de toujours de l'unanimité. J'ai dit, il y a des coopérations renforcées, mais en fait, sur presque tous les sujets, on fait quand même l'unanimité parce qu'on pourrait avoir besoin des autres sur les sujets à l'unanimité. Donc Joschka Fischer, en 2000, dit l'Europe va crever si on continue avec l'unanimité. Il faut élaguer les compétences. Il dit l'Europe ne doit pas s'occuper de tout, mais là où on a besoin d'être unis pour retrouver une efficacité face à la Chine, face aux États-Unis,
États-Unis. Il faut un système démocratique où c'est les citoyens tous les 5 ans qui votent et il y a un Parlement européen qui décide quel est le gouvernement de l'Europe sur un petit nombre de sujets. Mais donc la Commission européenne n'est plus des hauts fonctionnaires décidés par les... Voilà. Mais donc, Joschka Fischer en 2000 dit il faut une refondation complète. Voilà. Et tous les dirigeants allemands sont d'accord. Et c'est la France qui dit non. C'est Lionel Jospin, c'est Moscovici, c'est Védrine qui disent non. Et donc, ça fait 25 ans. Et quand j'étais rapporteur du budget et que j'allais à Berlin pour négocier, à chaque fois, je commençais par Entschuldigung, pardon, parce que ça fait 25 ans que tous les dirigeants allemands, droite et gauche, disent ce système est insupportable. Et c'est parce que les politiques sont paralysées qu'il y a un tel poids pour les lobbies. Quand vous avez l'unanimité, quand vous avez un système aussi lourd qui décourage, c'est hyper pénible pour être poli devant une caméra, ça donne un système qui est très peu démocratique, qui est bloqué par l'unanimité, laisse beaucoup plus de place au lobby qu'un système plus démocratique. Voilà. Et donc, c'est à chaque fois les dirigeants français qui bloquent parce qu'ils pensent que les citoyens ne comprendraient pas ou parce que Védrine préférait une vieille petite diplomatie du Quai d'Orsay. On avait, voilà, pour des raisons différentes, mais en tout cas, bien depuis 25 ans... parce qu'encore une fois, c'est un système qui arrange énormément les lobbies et surtout la grande bourgeoisie européenne qui préfère avoir des interlocuteurs non démocratiquement élus ou alors amenés là de façon très indirecte via des rapports de pouvoir qu'elle contrôle largement plutôt que d'avoir des institutions démocratiques. Et pour moi, malheureusement, en fait, ce qui est compliqué sur ce débat-là, c'est est-ce qu'on peut attendre des acteurs qui eux-mêmes bénéficient d'un jeu, qu'ils en changent les règles? Et moi, je ne crois pas que ça soit sain d'attendre ça. Pardon. D'abord, attendre, non. Je ne vous propose pas, on n'est aucun de nous trois dans la logique du qu'on va faire la sieste et si les problèmes vont mieux demain, voilà. Donc, il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit mais il s'agit de savoir aussi qu'on a des alliés. Parce que sinon, il y a le risque du découragement. Si on pense que tous les responsables européens seront d'accord avec ce système parce qu'ils sont liés au lobby, il y a de quoi se flinguer. Donc oui, il y a des crapules qui sont liées au lobby. On a vu l'ancien chancelier qui allait croûter. On a vu François Fillon qui a été payé par Poutine dans quelques ans dans le conseil d'administration. Voilà. Donc oui, il y a hélas des dirigeants français ou allemands qui sont cyniques ou qui sont corrompus. Mais la plupart, j'étais 5 ans à Bruxelles, n'en peuvent plus d'un système aussi peu démocratique où il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour arriver à avancer sur les dossiers et qui du coup laisse trop peu de place aux citoyens et beaucoup trop de place au lobby. Donc, là où on est d'accord, c'est qu'il y a besoin d'un coup de pied dans la fourmilière, ce n'est pas juste quelques routines, ce n'est pas de ripolliner. Et je pense que, comme c'est la France qui bloque depuis 25 ans, ce serait bien là aussi qu'on ait un gouvernement français qui se dise on veut une Europe démocratique, on veut un traité de l'Europe sociale. En 2000, on avait rédigé un traité avec des critères, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, en disant l'Europe, pour le moment, la seule boussole, c'est les critères financiers, les 5 critères financiers, la dette, le déficit, voilà. Et on avait rédigé un traité avec 5 critères sociaux. Et on avait été reçu par Romano Prodi, le patron de la Commission, qui avait demandé à Giscard de mettre le traité social dans la Constitution, ce que Giscard n'avait pas voulu. Mais donc, oui, il y a besoin on peut faire plein de choses au niveau français, et il y a besoin d'une refondation sociale et démocratique au niveau européen et d'utiliser autrement l'argent de la Banque centrale. Alors on arrive à la fin de ce débat, on l'a ouvert sur la question de comment répondre à la violence du capitalisme. Est-ce que vous pourriez donner un conseil à ceux qui nous regardent pour mener ce rapport de force à titre individuel, puisque évidemment tout le monde est un peu désespéré? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Non, mais je pense que c'est quand même intéressant parce qu'on a 2 places différentes et moi, j'admire vraiment les combats que vous avez menés dans les institutions et à la ténacité dont vous faites preuve et puis vous êtes très convaincant. Donc moi, je pense vraiment que ce qui s'est passé, c'est que les gens à qui vous aviez affaire, ils étaient sincèrement... voilà, c'était criant de vérité ce que vous leur disiez, mais derrière, comme vous venez de dire, derrière, il y avait des conseillers de l'ombre ou pas de l'ombre, qui sont en fait la bourgeoisie. Et c'est tout ça le problème, c'est que... Et donc, mon conseil, en fait, c'est toujours se demander, quand on est face à un interlocuteur institutionnel, c'est... est-ce que je dois perdre mon temps à lui expliquer? Est-ce que je dois perdre mon temps à signer des pétitions? Est-ce que je dois perdre mon temps à aller dans cette réunion du comité social et économique de mon entreprise, etc., etc. Est-ce que vraiment je vais être entendu ou est-ce que derrière, il y aura d'autres intérêts qui vont compter plus que ma parole? Et malheureusement, je pense que dans beaucoup de cas, alors dans des cas, ça ne sera pas le cas, on aura effectivement un maire d'une petite commune qui a intérêt en fait à ce qu'un de ses administrés ne soit pas mécontent. Ça, c'est vrai dans certaines échelles locales, mais à bien d'autres échelles, je pense notamment au monde de l'entreprise, où les syndicalistes ont beaucoup été mis dans cette logique-là, de tout le temps dialoguer, de tout le temps discuter, parce qu'il est difficile de refuser le dialogue, de refuser la discussion. Moralement, hein, on passe on a le mauvais rôle quand on fait ça. Est-ce qu'on joue ce jeu-là ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine et il faut s'y prendre autrement?
Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser sincèrement la question, sans pas pragmatisme, pas de façon dogmatique. Moi, j'essaie vraiment de poser la question de façon non dogmatique. S'il se trouve que vous avez un employeur ou un ministre qui, par sa position, est prêt à vous entendre et que vous en êtes sûr, bah, évidemment, il faut le faire. Mais en tendance, récemment, je n'ai pas l'impression que ça soit ça qui se dessine et j'ai l'impression qu'on perd un temps fou. On perd un temps fou à mobiliser notre énergie pour ne pas être entendu. Et moi, je pense qu'il est temps de rompre avec cette logique-là, en grande partie. Et c'est pour ça que je défends des options révolutionnaires. C'est pas par principe ou parce que j'y suis attaché pour des raisons historiques ou folkloriques, mais parce que je pense qu'on est arrivé à un stade de radicalisation de la bourgeoisie où en fait vraiment nos protestations, elles s'en fichent complètement. Voire même, et c'est encore pire, en fait, je crois que maintenant un ministre français qui a déclenché un mouvement social et qui l'a réprimé, ça ne va pas du tout le nuire. Au contraire, ça va vraiment augmenter sa popularité parmi ses pairs hein, et sa future carrière qu'il aura dans le secteur privé. Et donc, il faut vraiment se prendre acte de ça, parce que si on n'en prend pas acte, on continuera non seulement à perdre notre temps, mais en plus à perdre. Et malheureusement, comme la victoire amène la victoire, hein, c'est-à-dire que ça augmente notre énergie, la défaite amène la défaite. Et il est temps de briser ce cercle vicieux de défaite en tirant des leçons des 20 dernières années. Là, je parle vraiment des 20 dernières années, c'est-à-dire en réalité du temps qui nous sépare du référendum sur le traité constitutionnel européen, qui a été vraiment la parole bafouée du peuple. Et depuis, il n'y a pas eu d'autre référendum national depuis, il s'est passé ça. Et alors, il s'est passé ça pendant 20 ans. La parole du peuple a été bafouée en permanence dès qu'elle s'exprimait dans les formes les plus acceptables du débat politique. Et donc, du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps, peut-être de boycotter ces formes acceptables du débat politique quand elles sont parfaitement inutiles, et deux, de se demander ce qu'on peut faire à son échelle pour recréer un rapport de force. Et par exemple, à l'échelle du travail, ce n'est pas forcément l'arme fatale, je dis toujours à l'échelle du travail, ça reste la grève. Mais il y a d'autres façons de créer un rapport de force. On crée du rapport de force quand, par exemple, on a réussi à constituer un collectif de travail très solidaire. Un groupe, en fait, par exemple, la brutalité managériale, elle s'exerce particulièrement sur des groupes qui sont divisés, où les gens déjà ne s'aiment pas les uns envers les autres, et donc ne protesteront pas quand l'un des leurs est attaqué. Alors qu'au contraire, moi, les collectifs de travail que j'ai pu voir soudés, avec énormément de solidarité, où les gens se font confiance, ont des relations de qualité, il est quasiment inattaquable. Et donc c'est ça qu'il faut se dire. Et ça, c'est valable aussi à l'échelle de son immeuble, et c'est valable à l'échelle de son quartier, et à l'échelle de sa région. Donc en fait, ce travail-là, il est indispensable à l'exercice d'un rapport de force, et vraiment toujours se poser cette question-là. Est-ce que j'obtiens un rapport de force en agissant de la sorte, ou est-ce que j'ai juste l'apparence du dialogue? Et l'apparence du dialogue, ça fait 20 ans qu'elle dure et ça nous tue, vraiment. Alors, encore une fois, je suis d'accord pour dire qu'il y a plusieurs façons d'agir, y compris au niveau local, dans l'entreprise. Voilà. Mais je pense que boycotter le politique pourrait être très dangereux. Vous avez employé boycotter les processus démocratiques qui ne fonctionnent pas. Pas tous, hein, mais être sélectif. Ne pas y aller par principe, y aller vraiment par pragmatisme. Oui, en même temps, voilà, si on veut changer l'Europe, c'est pas nous trois, même si c'est super intéressant. Voilà, c'est bien de savoir qui est le ou la ministre des Affaires européennes dans 18 mois. Est-ce que c'est Bardella qui va donner le cap, ou est-ce que je suis d'accord avec vous. Voilà, pardon. Donc, aux États-Unis, ils n'ont pas boycotté. Les gens de New York, ils se sont dit, ok, je vais aller frapper à la porte. Je suis crevé, je rentre du boulot, mais je vais encore. Il y a des gens, on se répartit le boulot. Est-ce qu'on est sûr que tous les immeubles, quelqu'un de sympa, non pas seulement une minute à la télé où on répond trop vite à une question, mais que des gens qu'on croise, ils ont leurs gosses dans la même école, qu'ils vont acheter le pain, on les voit au football, et ils viennent de dire, est-ce que tu as vu que s'ils gagnent, on aura les bus gratuits, on aura des crèches gratuites, voilà. Il va pas régler, voilà. Et du coup, ça vaut le coup. Tu m'en gardes, tu me donnes 3 papiers, je vais en parler demain au boulot. Voilà, donc ils se sont donné les moyens contre les démocrates mous, parce qu'il y avait aussi une gauche toute molle, voilà, à qui ils ont foutu une petite claque, et il y avait aussi un gars de droite, voilà. Mais ils se sont plutôt mobilisés. Autant j'ai dit ce que je pensais de François Hollande, de Dominique Strauss-Kahn, mais un Pedro Sanchez en Espagne, eh bien, je suis désolé, mais Pedro Sanchez, alors que la situation est compliquée, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de un budget qui a été voté. Voilà, ça fait 3 ans qu'on fonctionne avec le même budget parce qu'il n'arrive pas de majorité. Mais il a quand même fait passer des choses pour améliorer le pouvoir d'achat des gens. Exactement le contraire de Bruno Le Maire. Quand Bruno Le Maire augmentait la taxe sur l'électricité de plus 10%, eh bien, Pedro Sanchez, il désobéissait un peu, il prenait 3 semaines pour négocier avec Bruxelles, et il a baissé le prix de l'électricité. Pedro Sanchez, le socialiste espagnol, il a mis la TVA à 0%
10% sur les produits alimentaires, quand il y avait la guerre en Ukraine et que tous les prix flambaient. Donc ça montre que, avec la même Europe, on a un Bruno Le Maire qui aggrave les problèmes des gens. Je ne vais pas faire une fixette sur Bruno Le Maire, mais c'est un des pires. Non, mais vraiment, il a augmenté le prix de l'électricité de 10% pour tout le monde, mais il refusait une taxe de 0,1% sur les marchés financiers. Voilà. Ouais, je me souviens, ma boulangère, un jour, je revenais, j'achète une galette des rois, je reviens de Bruxelles, et je ne l'avais jamais entendu parler de politique. Et là, elle disait, avec mon mari, on n'en peut plus, plus 10% sur l'électricité, on n'en peut plus, on va arrêter le magasin. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'elle vote encore pour un parti démocrate. Voilà. Donc, avec les mêmes règles européennes, on a d'un côté un Bruno Le Maire qui laisse l'inflation augmenter et qui en rajoute une couche, plus 10% sur l'électricité. Et par contre, les socialistes espagnols, ils font baisser le prix de l'électricité et ils mettent la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité. Et pour avoir un équilibre, ils taxent les super profits des banquiers qui grognent pendant une semaine mais qui n'en sont pas morts. Donc ça veut dire que voter, qu'on le voit aux États-Unis, à New York, ou qu'on le voit avec la gauche espagnole, c'est pas forcément décevant. Mais par contre, voter ne suffit pas. Voter ne suffit pas. Moi, c'est le sens de mon... Exactement, c'est exactement ça. Nicolas, je ne dis pas qu'on a une opposition. Pardon, si je suis... Il y a une surfocalisation. Moi ce que je dénonce, c'est une sorte de surfocalisation sur les élections, où quelque part, le travail politique, de politisation, ce serait juste, en fait, préparer des élections. Je pense que ça, c'est une erreur qui, y compris, nous fera perdre les dites élections. Et déjà, dans les vieux... Voilà, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Pierre Mendès France. Voilà, c'était un homme politique qui a été... Il y a des hommes politiques ou des femmes qui sont juste là pour leur nombril et leur carrière. Mendès France, quand il est élu, quand il devient président du Conseil, il dit « Je démissionne dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine ». Et tous les imbéciles et tous les antisémites ricanent en disant « C'est qui ce petit juif? Ça fait 8 ans qu'il y a la guerre. » Et M. Mendès France, et Mendès France répète « Je démissionnerai dans 1 mois si je n'ai pas fait la paix en Indochine. » Et 30 jours plus tard, il signe la paix en Indochine. Donc il y a des hommes et des femmes politiques nuls, mais il y a aussi des hommes et des femmes politiques qui mettent leur intelligence au service du bien commun. Et là où je pense qu'on est d'accord, c'est que voter ne suffit pas. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un boycott, même s'il y a des baffes qui se perdent, mais au contraire, on a tous envie, en disant « Putain, ils sont trop bêtes, je les laisse ». Moi aussi, j'éteins la télé ou j'éteins la radio quand il y a des hommes ou des femmes politiques, y compris de ma famille politique. Quand je les entends, j'arrête. Je pense que beaucoup de gens font ça mais aussi. Mais bien sûr, mais c'est juste, on n'est pas maso. C'est pas la peine en plus de s'imposer 10 minutes sur France Inter de celui ou celle dont on sait bien qu'il ne croit rien de ce qu'il dit et qu'il est juste à gérer ses éléments de langage. Mais ce n'est pas une raison pour laisser la politique aux plus corrompus, aux plus cyniques. Et donc, voter ne suffit pas. Déjà, Pierre Mendès France, c'est pour ça que je suis parti sur Mendès, disait qu'on sanctuarise en France le fait d'aller voter. Si tu es un bon citoyen, tu dois aller voter, même si tu fais 20 minutes la queue sous la pluie, parce que tu vas voter. Voilà. Mais il disait tout est fait pour que les citoyens aillent voter, mais ne s'intéresse pas à l'élaboration des projets et à ce qu'on met en place réellement. Voilà. Et donc, voter est très important. Encore une fois, c'est mieux d'avoir Léon Blum au pouvoir plutôt qu'un mec ou une femme de droite qui aurait envoyé la troupe contre les manifestants. Mais Léon Blum n'était pas d'accord pour les congés payés. Et c'est le peuple qui a mis les congés payés dans le débat et c'est le peuple qui a imposé ça. Donc nous, est-ce qu'on est capable de peser avant les élections ? Si la gauche a 15 candidats, c'est pas sûr qu'on gagne, parlons franchement. Donc, est-ce qu'on est capable pour élaborer des projets qui ont de la gueule, qui parlent au plus grand nombre et d'essayer d'avoir une équipe ? Peut-être pas juste, est-ce qu'on arrête de penser qu'il y a un homme ou une femme providentielle? Quand on a gagné au rugby ou quand on a gagné au foot, c'est souvent des équipes. C'est rare de gagner tout seul au rugby ou au foot. Donc, est-ce qu'on peut faire des équipes qui vont gagner? Se donner les moyens d'avoir des équipes qui vont gagner et après ça, on leur fout la pression. On se donne des moyens de gagner. C'est encore mieux d'avoir des gens qui partagent un peu nos idées plutôt que d'avoir Retailleau ou Bardella. Et après ça, on ne va pas se reposer. On fera la fête pendant une semaine, mais on ne les lâchera pas pour qu'ils mettent en place des vraies politiques de justice sociale. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Comme vous le savez, Elucide, c'est un média indépendant, c'est-à-dire qu'on ne vit que grâce aux abonnements sur notre site, elucide.media. Donc si vous voulez plus d'émissions comme ça, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez continuer de faire prospérer la presse indépendante, eh bien abonnez-vous. Et aussi, évidemment, abonnez-vous à Frustration. Pareil, c'est un média indépendant. On a besoin de faire vivre cette presse-là pour pouvoir contrecarrer toute la propagande néolibérale classique. Donc vraiment, on compte sur vous.